Bonjour à tous et toutes. Ah, Raté. mais bonjour à tous et toutes et bienvenue donc à notre sixième rencontre de cette communauté de pratique qui a démarré en fin d'année 2023 et qui du coup s'adresse et consacrée bien sûr aux approches orientées changement et elle est ouverte aussi bien aux curieux et aux curieuses qui s'intéressent à ces méthodes innovantes qu'à celles et ceux qui s'en sont emparés depuis déjà plusieurs années. Alors, donc l'idée, c'est que si vous êtes là pour la première fois, ben, c'est super. Et si vous avez suivi déjà les autres cycles, bah, ça permet effectivement d'avoir une petite continuité dans ce qu'on a pu travailler ensemble. Mais il n'y a pas d'obligation à avoir suivi les autres rencontres pour être pleinement investi dans celle-ci. Et si vous êtes praticien, praticienne, il y a toujours des expériences inspirantes qui vont pouvoir vous encourager à poursuivre, en tout cas dans la maîtrise et la limation des approches orientées changement. Alors, un petit rappel pour celles et ceux qui viennent pour la première fois. Slide suivante, Paul, s'il te plaît. Les objectifs de ce cycle de communauté de pratique sur les approches orientées changement, bah, dans un premier temps, c'est de promouvoir ces approches auprès des acteurs et actrices du secteur, proposer une première porte d'entrée à celles et ceux qui s'intéressent à la démarche et aussi croiser ces approches avec d'autres méthodes de planification, de mesure des effets de l'action. Ça va être notamment le sujet aujourd'hui, puisque nous allons parler des approches orientées changement et des autres démarches d'analyse de l'action. Alors, un petit aperçu du temps qu'on a passé ensemble depuis novembre 2023. Donc, on a eu une première rencontre sur l'articulation entre les approches orientées changement et la gestion de projet en termes de temporalité, comment ça communique, comment ça s'articule. On a également eu une deuxième rencontre en janvier 2024 sur la redevabilité et les approches orientées changement. Est-ce un mariage possible ou impossible? La troisième session traitait de la question du territoire pour enrichir la démarche et les approches orientées changement au service de l'animation locale, donc plus centrée sur les enjeux territoriaux. Une quatrième session sur l'articulation des approches orientées changement avec une approche genre. L'avant-dernière qu'on a eue en janvier traitait de comment convaincre et transmettre les approches orientées changement, comment embarquer les parties prenantes dans cette aventure. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les approches orientées changement et d'autres démarches d'analyse de l'action. Quelle complémentarité? Voilà, donc un premier cycle qui se termine. Vous pouvez retrouver tous les replays de ces rencontres sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour pour celles et ceux qui souhaiteraient reprendre le train en marche en revenant un petit peu sur ces thématiques. Voilà. Là, du coup, je vais laisser tout de suite, sans plus attendre, la parole à Paul, qui va faire une petite présentation des approches orientées changement. Claire, peut-être simplement te présenter. Ah oui, ça peut être Voilà. bien. Oui, effectivement, comme si on était ensemble depuis toujours longtemps. Donc, Claire Honoré, je suis coordinatrice de la cellule réseau apprenant et responsable du programme des communautés de pratique. Et je co-anime cette communauté de pratique avec Paul, avec grand plaisir, donc depuis maintenant quelques temps. Voilà. Bah, Et depuis Paul, je te laisse. 2023 Voilà, et on espère dans l'avenir aussi. tout à fait. Donc moi, je m'appelle Paul Dolny, je suis responsable de programme au F3E et j'ai plus particulièrement en charge les enjeux de suivi et évaluation et les approches orientées changement. Donc, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Voilà. Et nous Donc, présenterons nos intervenants peut-être après, parce que du coup, bien je les ai sûr, mis après. Voilà. très bien. Mais ne vous inquiétez pas, ils sont là. Et ils sont trois et ils sont là. Donc d'abord, pour celles et ceux qui sont déjà venus lors des précédentes éditions de cette communauté de pratique, vous savez qu'on prend toujours un petit temps pour reparler de qu'est-ce que sont les AOC très brièvement. L'idée, c'est bien évidemment de rendre cette communauté de pratique accessible au plus grand nombre. On a choisi cette fois-ci d'angler un peu différemment des précédentes fois. Les précédentes fois, je vous avais présenté les approches orientées changement. Il y a même certaines fois où vous aviez présenté les approches orientées changement. Donc, ça va être une présentation assez rapide de ce que sont les approches orientées changement. Vous trouverez plein d'autres infos et on vous propose des ressources juste après. Donc, en quelques mots, les approches orientées changement, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'outils, de méthodes qui permettent de planifier, d'analyser collectivement des actions. J'insisterai peut-être sur les termes planifier et analyser. Planifier dans le sens où les approches orientées changement sont un ensemble d'outils et de méthodes qui permettent de projeter une action, de s'interroger sur ce qu'on va faire,
de dérouler un programme d'action, on pourra revenir là-dessus, mais aussi à analyser collectivement ces actions, c'est-à-dire qu'il y a une forte dimension également de suivi et évaluation qui est présente dans ces approches orientées changement. Tout ça au service de l'accompagnement d'un processus de changement. Voici en quelques mots ce que sont les approches orientées changement. Mais puisque, pour celles et ceux qui étaient là les précédentes fois, vous savez aussi que je suis bavard, ce n'est pas que ça. Les approches orientées changement, c'est un ensemble d'étapes. On vous les a déjà présentées lors des précédentes éditions. L'analyse du contexte et des acteurs, actrices, tout ça c'est en collectif. Hein. L'analyse du contexte et des acteurs, actrices, s'interroger sur les rapports entre acteurs et actrices, les rapports de domination, aussi les jeux d'acteurs et actrices, se mettre d'accord sur une lecture partagée d'un contexte qui peut être un contexte territorial, par exemple, etc. Ensuite, on a coutume de présenter les choses avec une deuxième étape qui est la définition d'une vision collective. Il va s'agir de se projeter sur un pas de temps qui peut être de 5, 10, 15 ans dans un avenir ou un futur désirable, souhaitable, idéal, sans être non plus irréaliste. Et on va donc collectivement s'accorder sur une vision. Cette vision, elle va être reprécisée au travers de grands chemins de changement, qui sont trois, quatre, et qui vont être un petit peu les routes à suivre pour atteindre cette vision collective. De ces chemins de changement, on tirera, pour cheminer sur chacune des routes dessinées, eh bien, on va définir des actions, des stratégies. Et donc là, on voit bien cette dimension de planification des approches orientées changement. Et enfin, encore une fois, je vais vous donner des références après pour si vous voulez aller plus loin là-dessus. On organise le suivi et évaluation, c'est-à-dire qu'on va s'interroger sur la façon dont on atteint les changements escomptés. Tout ça est très rapide, mais parce que je voulais vous parler d'autres choses lors de cette présentation introductive. Vous avez là des ressources. Vous retrouverez ces ressources à la fois dans la présentation qui sera indiquée en lien dans la description de la vidéo sur YouTube, qui sera également sur notre site. On aura aussi une page consacrée au retour sur cette communauté de pratique. Et donc, vous aurez les liens cliquables à votre disposition pour aller plus loin et découvrir un petit peu des ressources supplémentaires si vous en éprouvez le besoin. Les approches orientées changement, c'est tout ce que je viens de vous dire, mais ce sont aussi des approches très dynamiques qui sont teintées, infléchies par les contextes dans lesquels elles sont mobilisées. On a croisé dans ce cycle de rencontres sur les approches orientées changement d'autres exemples, où je ne sais pas si c'est des cousines, des cousins, des aïeux, bon bref, on a rencontré d'autres approches qui parfois sont intitulées approches orientées changement et qui pourtant ne sont pas tout à fait exactement les mêmes que celles qu'on présente au F3E. On avait par exemple eu une personne de ID qui était venue nous parler de ces approches orientées changement appliquées à la mobilité sociale. Je crois même que, contrairement à ce qui est indiqué sur le PowerPoint, ils parlent d'une AOC et ils ont enlevé les S. Voilà, c'est une déformation professionnelle que d'avoir les CCS. On avait vu également l'exemple de l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable qui avait déployé des AOC qui insistait beaucoup sur un concept qui est peu présent en tant que tel, ou en tout cas pas dénommé comme tel dans les AOC F3E, c'était celui de concertation et qui avait apporté des inflexions, etc. Ce qu'on trouve, nous, très bien, et du coup, ce qui nous semble très important, que ces approches anti-changement, au-delà de ce qu'on peut en définir au F3E, aient d'autres traductions et connaissent des adaptations. On pense en fait que ce qui fait commun entre toutes ces démarches, ces approches anti-changement, qu'elles portent ce nom-là ou pas, c'est quatre grands axes, on va dire. Celle d'apporter davantage de sens, c'est-à-dire s'inscrire dans un. Je vous parlais tout à l'heure de la définition d'une vision partagée qui s'inscrit dans le temps long. L'idée, c'est aussi que cette vision ne soit pas uniquement centrée sur des problèmes. Donc, il s'agit au travers de ces outils et de ces méthodes AOC de redonner du sens, voilà, de redonner de l'allant. Le deuxième grand mot-clé, c'est acteur-actrice. L'ensemble de ces démarches, elles ont la lecture en termes d'acteurs et actrices entendus comme à la fois potentiellement des organisations, des communautés ou même des personnes, des individus. Elles ont donc en commun ces démarches de mettre au centre les acteurs et actrices, penser les rapports entre eux, etc. Ce que je disais brièvement tout à l'heure sur l'analyse contexte acteur. Un troisième point, peut-être, c'est qu'elles invitent à réfléchir sur sa posture, à réfléchir sur sa posture pour les intervenants auprès de public, penser l'empouvoirment des acteurs, penser également en réflexibilité par rapport à ce qu'on met en œuvre, en remettant justement les acteurs et actrices au cœur à la fois de la planification, mais aussi du suivi-évaluation.
Posture également parce que, au-delà d'un ensemble d'outils et de méthodes, les AOC, c'est aussi euh, des méthodes qui sont éminemment ancrées dans l'animation, la facilitation, et qui ne sont pas uniquement des méthodes techniques à déployer de façon très mécanique. Et quatrième point, j'essaie d'aller rapidement, hein, on pourra en rediscuter si vous le souhaitez tout à l'heure, elles sont systémiques, ou en tout cas, elles vont faire face à quelque chose de systémique. Quand on définissait ces concepts clés, on parlait de complexité, de non-linéarité, de dimension holistique. On peut en faire plein, hein. L'idée, c'est que ces approches anti-changement, elles visent à mieux faire face à la complexité du réel. L'idée, donc, qu'il y a un ensemble de choses qui se tissent, hein, pour faire référence à Edgar Morin, qui sont tissées, et du coup, qui sont difficiles à dépatouiller avec des méthodes classiques qui sont celles de la gestion de projet, etc., qu'on a besoin d'autres façons de faire pour faire face à cette complexité. Et du coup, qu'une bonne façon de faire, c'est de faire avec les acteurs et actrices, de les mettre ensemble, de les mobiliser autour de cette complexité, que les changements finalement proviennent en premier lieu des acteurs et actrices et pas uniquement d'une action considérée comme très technique. Peut-être un dernier point sur cette dimension de systémique, c'est que dans les approches orientées changement, on considère qu'une action contribue à faire advenir un changement et on ne considère pas qu'elle est le seul moteur de ce changement. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais voilà, c'est pour quelques points un petit peu de précision sur ce qu'on englobe dans ces approches anti-changement. Et je vous disais du coup qu'il y avait plein d'autres façons de faire, plein d'autres approches qui préexistaient, des approches anti-changement qui portent ce nom-là, mais qui ne sont pas les mêmes que celles du F3E. D'autres méthodes ont inspiré les AOC, lui ont préexisté. Alors, je parle là d'approche participative, je parle du développement local. Je vous ai également listé à l'écran et vous retrouverez toutes ces références également dans la présentation. La théorie du changement, dont vous avez peut-être entendu parler, la cartographie des incidences, l'outcome mapping, la technique du changement le plus significatif, ou la récolte des effets, dont on parlera plus précisément aujourd'hui avec Connie, en anglais outcome harvesting. Toutes ces méthodes, chacune a un corpus théorique, etc., spécifique, mais elles sont toutes des sources d'inspiration, des cousines ou des aïeules des AOC. Et du coup, un des messages clés aujourd'hui de cette communauté de pratique, c'est de mettre en discussion aussi cette diversité. Euh, c'est de vous présenter différentes façons de faire qui peuvent s'inscrire dans un cadre théorique bien défini ou qui peuvent être simplement issus de la pratique et de proposer une définition et une acception large de ce que sont les AOC ou les AOC et leurs cousines, par la parentèle des AOC. Et c'est pour ça qu'on a donc trois intervenants qui viendront avec d'autres bagages que les simples AOC telles qu'elles sont présentées par le F3E. Voilà pour ma présentation en introduction. Claire, je te laisse prendre la suite. Super. Alors, du coup, nous allons pouvoir introduire nos trois témoins. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir, du coup, c'est la prochaine slide. C'est vrai, super. Donc, Connie Hoytink, qui, avec plus de 30 ans d'expérience de travail sur les questions de changement social et de renforcement de la société civile, s'est intéressée plus spécialement à la récolte des effets, donc outcome harvesting, qui est une approche participative et axée sur l'utilisateur pour le suivi, l'évaluation, l'apprentissage. Elle intervient ainsi donc sur des missions de consultance d'évaluation externe où justement la récolte des effets est utilisée pour accompagner les organisations dans l'évolution de leurs stratégies et de leurs activités. Connie est également formatrice, coach, médiatrice et animatrice de processus de groupe. Et elle nous vient des Pays-Bas. Nous avons Félix Boudreau, qui est conseiller en développement collectif au sein de NISCA. Donc, NISCA, qui est une coopérative autogérée de travail fondée en 2005 par des professeurs-chercheurs universitaires. Située à Sherbrooke, au sud du Québec, NISCA renforce les capacités des collectifs à réfléchir, décider et agir ensemble pour imaginer et entreprendre avec succès leur développement. Donc, formé en sociologie et en lettres, Félix a assumé la direction d'un organisme communautaire. Il a travaillé en coopération internationale, siégé sur un grand nombre aussi de conseils d'administration et mené plusieurs mobilisations citoyennes en environnement. Son parcours l'a mené de l'Amérique du Sud à Haïti, en passant par la France et l'Afrique, où il a eu la chance d'accompagner des organisations et des territoires dans leur développement. Il s'intéresse particulièrement aux approches de transformation des systèmes complexes utilisées en développement territorial. Et puis, nous avons également le plaisir d'accueillir Estelle Edouin,
que certaines connaissent peut-être. Donc, consultante depuis plus de 20 ans, Estelle accompagne, conseille et valorise les associations, entreprises, fondations et institutions publiques dans leur engagement sociétal. Estelle a réalisé l'appui méthodologique et stratégique du programme de recherche-action Changer les territoires par l'action collective, le CHTAC, consacré aux approches orientées changement, avec l'accompagnement de 15 expérimentations pluriacteurs, pluriactrices dans 11 pays jusqu'en décembre 2021. Plus particulièrement, Estelle accompagne les acteurs de l'EXI depuis plus de 20 ans. Voilà, donc ils vont nous présenter un petit peu leur maîtrise de ces approches. Et sans plus attendre, du coup, alors si, je vais peut-être présenter la grille d'écoute active. Lorsque vous allez du coup écouter ces témoignages, il va y avoir évidemment 2 temps où vous pourrez poser des questions et voilà, partager un petit peu selon une petite grille ce que vous retenez de ces présentations, ce qui vous questionne, mais aussi ce qui vous inspire. Donc, n'hésitez pas, voilà, à poser des questions via le chat ou à prendre la parole si vous préférez poser directement vos questions à nos témoins, témointes. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, premier axe de questionnement. Paul, je te laisse Merci. la parole. Merci beaucoup, Claire. Je vais commencer par me tourner du coup vers Connie. L'idée de cette première question, ça va être de faire un peu le point avec nos différents intervenants, intervenantes sur leur histoire, avec ces démarches d'analyse d'action, qu'il s'agisse des AOC ou d'autres. Et du coup, Connie, j'aimerais bien que tu commences par nous raconter pourquoi toi, comment tu en es arrivé à faire de l'outcome harvesting, la récolte des effets, à quel moment ça s'est situé dans ta vie professionnelle et pour faire face à quels enjeux. Ok, bonjour à toutes et à tous et merci Paul pour me donner la parole. Je suis très content d'être avec vous ici en ligne et je suis trop content de parler encore ici dans le pays francophone sur la récolte des effets. Donc, c'était au début des années 2000 que je travaillais avec Ricardo Wilson Grau, qui, après, à peu près vers 2010, qui a développé cette méthode de la récolte des effets. Mais à l'époque, on était ensemble, on était collègues à Oxfam Novib aux Pays-Bas. Et moi, j'étais chargé de programme pour l'Afrique de l'Est et je gérais en équipe toujours des financements auprès des ONG. Et on avait au sein de Oxfam Novib un processus assez élaboré de demande de financement. Et c'était vraiment complexe, ça prenait beaucoup de temps. Mais et c'était Ricardo qui avait développé une méthode à la réponse parce que c'était devenu trop bureaucratique. Et il a été demandé de développer une nouvelle méthode et c'était une méthode intéressante pour aborder ces demandes de financement de manière beaucoup moins bureaucratique et basée sur une analyse des opportunités et des risques. Et moi, j'étais le premier volontaire de lui joindre dans l'expérimentation de cette méthodologie. Et c'était déjà à cette époque qu'on avait, en développant cette méthode, on avait pas mal de discussions sur les approches result-based management qui étaient trop à la mode en ce moment-là. On parlait des impossibilités de planifier, disons, les résultats, surtout dans des contextes complexes et aussi de l'inutilité souvent d'expliquer les déviations du planning, ce qu'on devrait faire dans les cadres logiques, ce qui ne faisait pas du sens, et le focus sur la redevabilité vis-à-vis l'apprentissage. Donc ça, c'était dans les années 2000. Et donc ça, c'était à l'époque quand les théories de complexité était nouvelle et c'était quelque chose qui était tout neuf pour nous, mais c'était très inspirant. Donc, ça fait presque 25 ans maintenant. Et en fait, déjà à l'époque, c'était une lutte avec notre bailleur principal, le ministère des Affaires étrangères ici aux Pays-Bas. Et donc, on a pu faire cette nouvelle méthode, mais c'était lui, Ricardo, il avait parti en retraite et après, il est devenu évaluateur indépendant et il a développé, mais toujours avec d'autres collègues, des collègues évaluateurs, cette méthode de récolte des effets. Et en ce moment, les années 2010, il faisait surtout des évaluations des réseaux et des réseaux travaillent par définition, je dirais, dans un contexte complexe où il y a peu de contrôle sur les résultats visés parce qu'on est en réseau, on dépend les uns les autres. Et alors, c'était la récolte des effets qui était une des solutions.
Et encore plus tard, en 2015, quand je travaillais avec une autre ONG néerlandaise, encore sur un financement d'un programme de 5 ans avec notre même ministère des Affaires étrangères aux Pays-Bas. Et c'est en ce moment que le ministère a ouvert la porte pour utiliser la récolte des effets comme méthode qualitative de suivi-évaluation. Et tout le monde ici, les pays ONG, étaient très contents que finalement, cette ouverture s'est imposée. Et ainsi, comme je connais Ricardo depuis 20 ans déjà, mais pas seulement lui, mais aussi ses valeurs, ses principes, et Paul aussi, tu as parlé de la posture avec laquelle on emploie ces outils et cette méthode. Donc ça m'a donné une confiance pour collaborer avec lui. Et j'ai lutté encore au sein de mon petit consortium pour qu'on embrasse la récolte des effets et on engage Ricardo pour nous accompagner. Et ainsi, c'était lors d'un atelier récolte des effets qu'on a mené ensemble, Ricardo et moi, au Kenya, que j'ai discuté avec lui aussi, côté personnel maintenant, mon idée de devenir consultante. Et voilà, je suis là. Donc, c'est ça, merci. Merci beaucoup, Connie, pour ce parcours, cette expérience avec l'outcome harvesting. Et donc, du coup, je vais m'orienter vers Félix. Et du coup, du côté de Niska, vous vous définissez comme fervent défenseur des approches conscientisantes et des AOC. Comment et pourquoi vous êtes-vous intéressé à ces approches? Eh ben, bonjour tout le monde, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et merci d'avoir changé l'heure de la réunion pour que je puisse participer déjà. Euh, donc, moi, je viens du milieu quand même de la solidarité internationale. Donc, mon passé est en solidarité internationale et bien entendu, dans ce cadre-là, ben, on connaissait et on utilisait assez activement les AOC avec les outils du F3A également. Euh, Par contre, j'ai changé de domaine en cours de route, donc je suis maintenant chez Niska comme ça a été nommé, ça fait plusieurs années. Puis, je me suis rendu compte que les approches orientées changement étaient utilisées en développement territorial, c'est-à-dire en développement local au Québec, et de différentes manières. Mais on se retrouve dans un cadre qui est complètement différent de ce qu'on connaît en solidarité internationale. C'est des approches qui sont beaucoup plus flex et on aura la chance d'en discuter. Mais bien entendu, ben, l'intérêt que j'avais pour les AOC déjà de mon parcours en solidarité internationale a fait que pour moi, c'était naturel de continuer de creuser. Et récemment, ben, on travaille beaucoup avec ce on appelle l'approche d'impact collectif, qui est une façon de travailler ensemble sur un territoire, de favoriser de la coopération pour avoir des impacts durables et à long terme. C'est une approche qui a été développée vous connaissez peut-être FSG aux États-Unis, qui est un énorme think tank en transformation sociale. Et puis, ben, dans le cadre de l'impact collectif, les approches orientées changement sont intégrées. Donc, nécessairement, on travaille beaucoup avec ces approches-là. Euh, Quoi dire d'autre? Ben, c'est ça. Et c'est certain qu'ici, on est au Québec, on est très inspiré des approches qui viennent aussi du monde anglo-saxon. Donc, on en utilise beaucoup, notamment la Theory of Change, théorie du changement, qui est très, très intégrée dans les approches puis les façons de faire depuis longtemps. Puis finalement, mais pour vous dire, et puis on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais tous les exercices de vision. Donc, l'idée de partir d'une vision à long terme, d'un futur désirable, c'est quelque chose qui se faisait même avant qu'on connaisse le mot approche orientée changement, puis même dans des approches qui utilisaient des objectifs classiques, puis tout ça. Le travail de vision partagée, de vision territoriale notamment, est quelque chose qui fait intrinsèquement partie de la culture de la concertation et du travail collectif au Québec. Donc, pour nous, le lien avec les approches orientées changement se fait presque naturellement, même s'il se fait de manière, des fois, euh, sans vraiment le réfléchir, le contrôler. On n'est pas dans une logique qui est très académique, mais plutôt une logique qui est près de la praxis. Donc, ça me fera plaisir de discuter avec vous de tout ça aujourd'hui. Merci Félix. Je me tourne à présent, au moins virtuellement, vers toi, Estelle. Estelle Edouin, est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu t'es intéressée aux AOC ou aux approches de ce type? À quel moment c'est entré dans ta vie? Bonjour à toutes et à tous, je suis aussi ravie d'être
avec vous et dans cette approche transnationale. Alors, moi, c'est un peu plus de la bricole, mais voilà, mon histoire personnelle, c'était une antipathie profonde pour les critères du CAD. Je me battais toujours pour faire rentrer les choses dans le CAD et ça rentrait pas. Enfin, dans ma tête, ça rentrait pas. Donc, je me débrouillais un petit peu avec une analyse SWOT dans les premières études que j'ai pu faire, voilà, de partir d'une photographie de la problématique à laquelle j'étais confrontée, aux pratiques auxquelles que je devais évaluer. Et puis, rapidement, l'envie de sortir, le besoin de sortir d'une photographie, mais bien de comprendre un film, un processus, en fait, d'action. Et du coup, de creuser aussi sur le comment on en est arrivé à ces résultats, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, sur un événement de sensibilisation, ça pouvait être, par exemple, le Festival des Solidarités, qui à l'époque s'appelait encore la Semaine de la Solidarité internationale. Voilà, sur un événement, mais qu'est-ce qui se passait tout le long de l'année? Les gens étaient là pour travailler et s'engager sur une année. Donc en amont et en aval, comment aussi revaloriser toute l'action collective autour de cet événement? Et voilà, donc là, il fallait comprendre effectivement le processus et puis le sens que voulaient y mettre les acteurs et les actrices. Donc vous voyez que je sème là les petits mots-clés que Paul nous a présentés tout à l'heure. Et donc finalement, voilà, j'allais faire un petit peu de la capitalisation dans cette approche du comment, en creusant toujours un peu plus loin. Donc c'était un peu de la capi dans de l'évaluation. Enfin, c'est pour ça que je parle un peu de bricolage. Donc finalement, comme je suivais quand même les travaux du F3E de très près, je peux même dire que j'étais un peu biberonnée au F3E. Quand j'ai vu monter cette réflexion sur les approches orientées changement, voilà, ça a été une légitimation de mon bricolage. Et puis, j'ai beaucoup voilà, contribué, suivi, je me suis beaucoup impliquée sur tous ces travaux-là aussi pour comprendre, me former. C'est surtout ça, me former en continu avec d'autres aussi, d'autres praticiens, praticiennes, d'autres évaluateurs et évaluatrices et surtout ces échanges autour des AOC, donc qui convenaient bien à cette envie de processus, d'approche qualitative aussi, et puis centré vraiment sur les acteurs et les actrices, ce qui m'allait bien, parce que c'est quand même eux et elles qui savent faire, et voilà, moi je suis là que pour comprendre avec mon recul, mais le, le, le savoir-faire, il est quand même du côté des acteurs et des actrices. Donc voilà, tout ça faisait converger mon bricolage vers les AOC. Et donc, c'est venu vraiment donner un cadre, une méthodologie un peu plus correcte, mais tout en étant très souple. Et puis, voilà, avec la pratique que je voulais en avoir. Voilà, je pourrais Merci. développer d'autres choses, mais... Ouais. Et puis après, il y a eu juste les approches territoriales aussi qui sont venues quand même au moment du Covid. On avait travaillé justement beaucoup avec Paul, notamment, sur les AOC-T, voilà, avec l'approche territoriale, qui est venue compléter l'angle des AOC. Et donc, c'était assez sur le STAC, sur les changements par l'action collective, changement des territoires par l'action collective. Donc ça a été venu aussi compléter une approche que je continue à intégrer aujourd'hui, cette dimension territoriale. J'en reparlerai plus tard. Ça Voilà. marche. Merci beaucoup, Estelle. Du coup, on va se retourner à nouveau vers Connie et on va revenir aux enjeux d'outcome harvesting. Euh, Est-ce que, du coup, pour, on va dire, concrétiser davantage de propos, tu pourrais, concernant la récolte des effets, nous partager un ou plusieurs exemples de mise en œuvre particulièrement inspirants qui, au-delà tu nous as parlé du démarrage, mais qui t'ont inspiré, qui ont fait en sorte que tu continuais dans cette voie et qu'il y avait une plus-value à s'inscrire dans cette démarche récolte des effets. Oui, d'accord. C'est pas facile de choisir, mais je pense pas. OK, commençons avec le début. Alors, c'était lors de mon expérience dans une ONG basée aux Pays-Bas, toujours. C'était Wetlands International, donc j'étais plus avec Novi par ce temps-là. Et là-bas, je travaillais dans un programme qui s'appelait Watershed, et c'était un consortium avec la Croix-Rouge, Caritas ici aux Pays-Bas et ACFO, qui est une petite ONG. Et ce programme travaillait sur la gestion durable des ressources en eau, c'est-à-dire les marais, les fleuves, etc., en combinaison avec le WASH, c'est-à-dire l'eau, assainissement et l'hygiène.
Et ce programme de 5 ans visait de renforcer les capacités en matière de lobby et plaidoyer des ONG locales dans 6 pays. Donc, c'est 4 ONG ici aux Pays-Bas, tous avaient des contrats avec des ONG locales dans ces 6 pays. Et après ma lutte dont je viens de parler, on a choisi d'utiliser la récolte des effets pour suivre les effets et les évolutions du programme pour aussi un cycle d'apprentissage annuel. Alors, j'ai organisé dans tous les pays des ateliers de 2 jours par pays dans lesquels les ONG, c'est-à-dire à peu près 15 participantes, apprennent la méthodologie et le pratiquent tout de suite. Et en fait, c'est la simplicité de cette récolte des effets que j'aime le plus. Simplicité couplée avec une certaine rigueur de bien distinguer les faits concrets, observables, vérifiables, avec des opinions et des interprétations. Bien sûr, il faut interpréter, mais avoir des faits concrets très, très précis. Donc, on utilisait, comme je dirais, la récolte des effets pour le suivi et évaluation. Et chaque année, il y avait un atelier d'identification et formulation des effets et un autre atelier, des fois couplé, des fois pas, d'interprétation de ces effets pour apprentissage et adaptation du programme et du plan annuel pour l'année suivante. Pour vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est un effet, par exemple, dans une certaine date, l'autorité des ressources en eau de Nyanyuki, c'est un district au Kenya, a imposé le rationnement de l'utilisation de l'eau du fleuve pendant 2 mois spécifiés. Et la contribution par l'ONG à cet effet est que cette ONG a organisé un atelier de renforcement des capacités des comités d'eau sur les responsabilités des autorités et l'ONG a aussi organisé une conférence avec les autorités et avec les comités sur la sécheresse, sur la manque d'eau dans certaines périodes dans l'année. Donc, on spécifie les faits et on le couple avec la contribution de ce que l'ONG a fait. On ne parle pas de l'attribution, mais on parle de la contribution en sachant qu'il y a souvent aussi d'autres contributions. Donc, c'était ce programme de Watershed où j'ai appliqué la récolte des effets pour la première fois. Et c'était un programme pilote. On a commencé avec 2 années, avec 2 pays, mais vraiment avant la fin de piloter cette méthode avec ces 2 pays. Les autres pays avaient déjà demandé viens ici, parce que nous aussi, on veut utiliser cette récolte des effets dont on a entendu parler. Et je me souviens tellement que j'ai demandé aux praticiens, est-ce que ce n'est pas trop de travail? Et il y a parmi vos interlocuteurs ici, il y a Jeffrey qui est en train d'apprendre d'utiliser la récolte des effets pour la première fois. Et moi, je pose les questions de rigueur pour préciser les effets. Donc, j'ai demandé, bon, pas encore à Jeffrey, mais aux autres à cette époque-là, est-ce que ça ne demande pas trop de temps? Connie, non, c'est OK. C'est une précision qu'on cherche, mais s'il te plaît, laisse tomber les autres trucs qu'on devrait faire le suivi, tous les chiffres, tous les cadres logiques. Donc, encore une lutte à l'interne. Juger le temps, je peux continuer, Paul, je laisse à toi avec un autre exemple. Oui, vas-y. OK, j'ai fait une évaluation externe d'un programme de l'Institut international de planification de l'éducation, c'est le IIEP, un institut au sein de l'UNESCO à Paris. Et eux, ils avaient fait un programme en Haïti. Et cette évaluation, c'était une évaluation externe. Et on l'a dû faire en ligne à cause de la crise de Covid. Et c'était à travers des entretiens, tout en ligne, en Haïti, dont on avait dit, en Haïti, vraiment, on ne peut pas faire cela en ligne, on ne peut pas le faire, on a dû le faire. Et on a pu parler avec les intervenants de ce programme. Et pour les gens qu'on avait interviewés, c'était pour eux la première fois qu'ils étaient interrogés sur les effets
des formations qu'elles avaient dispensées, plutôt que sur la qualité de ces formations. C'était vraiment pour un changement et ils étaient employés pour faire des formations, pour renforcer les capacités des ministères de l'Éducation dans tous les niveaux, dans tout le pays. Et on parlait de la qualité de la formation. Mais maintenant, on demandait, mais qu'est-ce que ces gens dans votre classe, qu'est-ce qu'ils font avec ce qu'ils ont appris? Et ils avaient des choses super à partager avec nous, mais c'était vraiment la première fois. Et ce que j'aime de la récolte des effets, que ça donne une certaine liberté dans les réponses parce que c'est assez ouvert, hein? Ça ne doit pas fixer dans certaines boîtes prédéfinies. Donc, c'était vraiment, pour eux aussi, c'était vraiment autre chose de ce qu'ils trouvent dans des fiches d'évaluation des formations ou quand on doit répondre aux objectifs prédéfinis et bien visés. Donc, peut-être la dernière raison pour laquelle la récolte des effets est importante et utile dans des situations, disons, de complexité où il y a l'imprévisibilité, le changement des acteurs et tout cela, c'est la possibilité d'inclure des effets négatifs aussi. Parce que les ONG cherchent, je pense que c'est dans le cœur des ONG qu'ils cherchent de trouver des nouveaux chemins. Parce que si c'est quelque chose qui s'est bien connu, c'est déjà appris et pris par d'autres organisations, c'est institutionnalisé, mais ce sont les ONG qui touchent toujours sur le point clé, dur, et ils cherchent des choses. Alors c'est logique qu'il y a aussi disons, échecs ou des effets négatifs. Et dans la récolte des effets, on dit qu'il faut explicitement chercher ces effets parmi les effets imprévus pour apprendre des effets potentiels négatifs, pour apprendre et ajuster le programme. J'ai un exemple que je me souviens toujours. Il y avait une décision des autorités régionales qui avait déclaré une certaine zone comme une zone protégée, hein, environnementale, mais en même temps que cette zone était protégée, les environnementalistes étaient toutes contentes, mais en même temps, ils ont dit que toute personne habitant à l'intérieur de cette zone doit être déplacée dans un délai de 3 mois. Alors ça, ce n'était pas prévu. Et ça, ce n'était pas l'idée. Donc, c'était vraiment quelque chose, un effet négatif qu'on se devrait rendre compte et impliquer cela dans les prochains effets et des prochaines stratégies plutôt pour travailler sur de tels objectifs. Bon, je pourrais continuer, mais je m'étais ici. Merci beaucoup, Connie, pour cette illustration, enfin ces deux exemples que tu viens de nous partager. Et du coup, je vais m'adresser à Félix et te demander, du coup, Félix, si tu peux nous partager, toi aussi, ou plusieurs exemples particuliers, particulièrement inspirants, de mise en œuvre, en fait, des approches orientées changement dans un contexte de développement collectif. Oui, merci Connie, c'est super intéressant, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, au Québec, il y a quelque chose de particulier dans les approches orientées changement, c'est qu'elles sont venues se greffer à un travail de vision qui est presque de l'ordre de la culture, hein. Donc, vous allez voir une petite ville dans le milieu de nulle part au Québec, elle va avoir fait un exercice de vision d'une vision à long terme, d'une vision d'un futur désirable, puis elle va avoir travaillé à partir de cette vision-là, même si elle utilise des approches d'objectifs plus traditionnelles, etc., pour planifier. Mais il y a quand même cette partie-là, ce travail qui est fait sur une vision qui est fondamentale, puis qui est tellement répandue. Et c'est là que c'est à ça que vient se greffer finalement l'utilisation des AOC, notamment des approches comme les chemins de changement, de manière complètement inégale. C'est-à-dire que d'un endroit à l'autre, on va avoir une approche qui va être complètement différente. À certains moments, on va intégrer des actions dans les chemins de changement. À d'autres moments, on va être plus sur des chemins de changement traditionnels. À certains moments, on va être dans une théorie du changement appuyée par une approche par objectif. On voit de tout. Le lien avec la méthodologie est complètement coupé chez nous. C'est-à-dire que ça se fait de façon assez naturelle et vous ne pourriez pas trouver
beaucoup de gens, je crois, qui connaissent l'origine des AOC ou même qui utilisent le mot AOC. Pourtant, plusieurs le font. Donc, on est plus d'un côté de la praxis ou même d'une philosophie, donc dans un rapport au réel, d'utiliser l'idée d'un changement plutôt que d'utiliser des idées d'objectifs. Pourquoi ça s'utilise beaucoup? Ben, puis pourquoi nous, on l'utilise beaucoup, puis on force les groupes avec lesquels on travaille à penser en termes de changement? C'est surtout pour les diviser de leur action. C'est-à-dire que souvent, on se rend compte que les groupes, peu importe le type de groupe ou le collectif, se définit beaucoup par son action. Donc, on fait de l'éducation populaire, ben voilà, c'est l'éducation populaire et tout tourne autour de l'éducation populaire plutôt que ce qu'on veut voir comme transformation dans le monde. Donc, on l'utilise surtout pour amener ce changement de mentalité-là, puis amener les gens à réaliser ben, pourquoi vous le faites. Et puis même des fois, quand on l'utilise, puis quand on travaille avec l'approche orientée changement, c'est arrivé récemment, ben, on accompagne des organisations dans leur fermeture ou leur mort parce qu'ils se rendent compte que leurs actions, qui les définissent fondamentalement et leur structure qui est basée autour de leur action, ne convient plus à ce qu'ils veulent voir dans le monde et qu'il faut se recycler, transformer ces approches et même fermer des projets, fermer des organisations. Donc pour moi, c'est extrêmement salvateur quand même d'arriver avec des approches orientées changement. Mais comme je vous dis, ben, on n'est pas des bons élèves. On est très loin de la méthodologie, sauf lorsqu'on fait de l'évaluation. Là, on suit beaucoup les méthodologies puis les approches. Mais dans la planification, on n'est pas du tout des bons élèves. Et j'aime bien le terme comment Estelle, vous disiez, de bricole ou je ne sais plus. Donc, De on bricolage. expérimente beaucoup. Donc voilà, une praxis hein, plutôt qu'un modèle, une philosophie plutôt qu'un modèle. Et comme je vous disais, ben, on l'utilise énormément. On travaille en impact collectif. D'ailleurs, il y a Christine Duval de la NCT qui est parmi nous, qui est une collaboratrice importante. Du bricolage, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein. Euh, on travaille beaucoup en impact collectif. L'impact collectif, c'est une façon de travailler sur un territoire, une façon de travailler à plusieurs acteurs, à une vision partagée, à un changement, une stratégie de changement qui est partagée. Ça implique énormément de choses, beaucoup d'évaluations collectives, de communication, de manière d'intégrer nos planifications, nos plans d'action propres. Donc, dans un cas comme celui-là, comme l'impact collectif, ben, les approches orientées changement s'imposent parce que c'est à peu près la seule manière qu'on connaît pour vraiment avoir une action multi-acteurs qui est intégrée sur un territoire. Donc, naturellement, on amène les gens à avoir une vision de changement qui est partagée et à avoir une stratégie de changement, donc des chemins de changement hein, qui sont partagés. Donc, ça permet aussi de faire une évaluation qui est collective. Et quand je dis évaluation, souvent, nous, quand on parle d'évaluation, on a des approches d'évaluation qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus rapides parce qu'elles doivent se faire régulièrement avec plein d'acteurs qui n'ont pas le même vocabulaire, qui n'ont pas le même temps, etc. Donc, à un point tel que des fois, on ne parle pas d'évaluation, mais on utilise les mots apprentissage stratégique. C'est-à-dire qu'on va vers la donnée qui est suffisante plutôt que la donnée probante, très régulièrement, parce que c'est un outil de planification et de réorganisation constante. Donc, ça doit être facile, rapide et léger. Et puis, ben, les approches orientées changement nous permettent d'aller à l'essentiel assez rapidement. Donc, j'ai envie de vous parler aussi d'un défi qu'on a. Lorsqu'on travaille les approches orientées changement, on s'est rendu compte que déjà, ben, vous le savez, hein, si vous les utilisez avec des groupes, des collectifs, c'est un changement de mentalité qui est parfois important, difficile à comprendre pour les partenaires. Donc, on a travaillé, puis au Québec, ben, ça se travaille de différentes façons, puis par différents groupes, mais des approches d'animation qui sont différentes. Donc, quand on travaille avec les approches orientées changement et qu'on en est à... On a fait une vision de changement, hein, donc on a une vision de changement qui est très enthousiasmante, très mobilisante pour les groupes, et on veut maintenant faire le design d'une stratégie de changement, donc de chemin de changement. Et souvent, c'est très difficile à animer avec des groupes, surtout lorsqu'on veut croiser des expertises d'usage. Et là, il faut croiser des expertises des fois techniques. Donc, si on travaille, par exemple, sur une planification autour de la transition socio-écologique sur un territoire, bien, naturellement, il va falloir croiser les différentes expertises et ça peut être parfois difficile. Donc, ce qu'on a monté, c'est une façon de le travailler
Puis je dis on, mais je parle au Québec parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui le travaillent de différentes manières, puis ça ne nous appartient pas chez Niska. Mais on va travailler avec 3 niveaux de changement qui, plutôt qu'être des niveaux intermédiaires, directs, etc., on a 3 niveaux de changement qui sont construits autour, d'une part, des changements à long terme, qui sont des changements du cadre de vie ou de la culture. Donc, on dit quel changement dans le cadre de vie ou la culture on veut voir à long terme pour arriver à notre vision. Quels changements sont nécessaires? Nos changements intermédiaires, mais plutôt que de dire des changements intermédiaires, on demande, bien, pour que ces changements dans le cadre de vie ou la culture aient lieu, quel changement de pratique ou de comportement on doit voir préalablement? Et puis, ben, le changement qui est finalement le changement qui est à court terme, ben, on cherche des changements de connaissance et d'interconnaissance. Donc, connaissance, interconnaissance amènent des changements dans les pratiques et les comportements. Les changements dans les pratiques et les comportements amènent des changements dans le cadre de vie ou la culture. C'est une façon très simple qu'on a trouvée qui fonctionne généralement bien pour amener les gens à travailler sur des chemins de changement, même s'ils n'ont pas, sans avoir besoin de leur expliquer la méthodologie et qu'ils la maîtrisent et qu'ils la comprennent. Donc, on peut travailler avec des groupes, des fois, de 100, 200 personnes, des experts, des citoyens, etc. Tout le monde mélangé pour travailler sur des chemins de changement avec ça. Donc, j'ai envie de vous montrer des exemples concrets, puis vous allez voir, hein, il y a de tout. Il y en a, vous allez vous dire, si vous le regardez d'un point de vue méthodologique, vous allez vous dire, ça ne fonctionne pas, on s'éloigne des approches orientées changement. Il y en a d'autres, vous allez vous dire, wow, c'est parfaitement ça, c'est exactement ce qu'on veut, mais c'est pour vous montrer la diversité et on n'est absolument pas sévère. Donc, le fait de travailler avec le changement en tête, déjà pour nous, c'est ce qui permet une approche complètement différente. Donc, je vous montre quelques exemples et là, j'envoie une demande pour le partage. Je crois, Paul, tu vas devoir m'autoriser à partager. C'est bon? Ah oui, je peux y aller. Alors, je vous en montre un plutôt compliqué pour commencer. Donc, vous voyez ça, ici, on a des chemins de changement qui sont très compliqués parce qu'ils sont surtout utilisés à l'interne, puis c'était dans un objectif de concertation hein, autour d'une stratégie euh, pour une politique de développement durable dans une ville. Donc, vous allez y trouver des actions, mais vous allez y trouver des changements aussi. Donc, il y a de tout. Mais l'avantage qu'on avait là-dedans et l'intention qui était derrière ça, ben, c'était surtout de favoriser une lecture intégrée de ce qu'était la transition socio-écologique dans la ville. Donc, de permettre à la ville de se déposséder d'une stratégie pour que ça devienne une stratégie qui est partagée par différents acteurs. Donc, c'est très mélangé, mais le travail quand même collectif qu'a permis cette approche-là, ben, ça nous a complètement amené ailleurs. Ça a amené des partenaires à table, ça a amené des experts à table, des habitants à table. Et puis, ben, tout le monde était capable de comprendre ce qui se passait et de travailler ensemble et de voir son ancrage. Donc, elle est utilisée beaucoup dans l'action, donc c'est-à-dire pour aligner, pour intégrer des actions. Donc, c'est un premier exemple. Donc, je vous montre, c'est un des chemins de changement, mais ils ont choisi par thématique et on a plusieurs chemins de changement qui nous permettent de cartographier finalement les actions à venir dans une certaine mesure. Je vous en présente un autre, puis je pourrais vous les partager. Hein. Donc, ici, on est, est-ce que ça change? Est-ce que vous voyez mon écran ou est-ce que c'est la même? C'est la Je même, crois hein? que c'est en train de charger. Attendez, je vais corriger la situation. Alors, voilà. Parfait. Donc, vous en avez un autre qui se rapproche doucement hein, de chemin de changement plus méthodologiquement correct. Et là, on est sur une politique de développement social intégrée dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui est un arrondissement de la ville de Montréal. Encore une fois, l'intention prioritaire hein, en travaillant en approche orientée changement ici, c'est peut-être petit pour vous, hein, je m'en excuse, je vous partagerai les documents. L'intention prioritaire était surtout de favoriser le travail collectif, donc l'intégration. Donc encore une fois, pour que la stratégie n'appartienne pas qu'à la ville,
dans ce cas-là, mais qui viennent appartenir à tous les acteurs de la ville et que tous les acteurs puissent aligner leur planification et leur plan d'action à une stratégie partagée. Et puis, ben, de permettre aussi, éventuellement, une évaluation régulière, rapide et légère de l'avancement, et puis de l'avancement et de la collaboration autour des chemins de changement. Donc, c'en est un autre, et j'ai envie de vous en montrer un dernier, qui est mon petit coup de cœur. C'est le travail qu'on fait justement avec l'ANCT, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, autour de l'application de l'impact collectif, qui est l'approche dont je vous parlais, dans les quartiers prioritaires de la ville en France. Et ce que je vous montre, hein, ce n'est pas un document officiel, je vous le dis déjà, c'est un travail que une autre conseillère canadienne et moi avons travaillé ensemble pour donner un exemple aux participants de à quoi peuvent ressembler les approches orientées changement et comment les utiliser dans une logique d'impact collectif. Et ce qu'on a fait, ben, c'est une approche d'impact collectif, finalement, un chemin de changement de notre approche du travail qu'on fait collectivement. Et là, je vous montre. Et là, ça ressemble peut-être plus à ce qu'on est habitué de voir. Donc, on a un changement dans le cadre de vie. On a une vision déjà, hein, les quartiers prioritaires de la ville sont des territoires où il fait bon vivre. Je vous rappelle, hein, ça n'a pas été fait de manière participative, c'est un exemple, donc il n'y a rien d'officiel là-dedans. C'est un exercice. Mais je l'aime beaucoup quand même. Donc, on a un changement ultime qui est dans 5 ans, les acteurs et habitantes des QPV coopèrent ensemble à la réalisation d'aspirations partagées. On a des changements intermédiaires qui sont des changements dans les pratiques et les comportements. Et pour y arriver, ben, on a des changements directs, donc des changements de connaissance et d'interconnaissance. Et à ça, ben, on est capable de trouver des actions et des projets qui viennent nourrir l'ensemble de tout ça. Et on l'a utilisé pour faire un essai d'évaluation. Donc, une évaluation qui a eu lieu, qui était une évaluation éclair. Donc, tirer des apprentissages de manière éclair en 45 minutes. Est-ce qu'on est capable, à partir de ça, de tirer des apprentissages et de voir si on a toujours les bonnes actions, si on doit améliorer certaines choses, si on a des prises qui fonctionnent particulièrement pour approcher de notre vision? Et juste en 45 minutes avec les partenaires qui étaient présents, ça nous a permis de tirer plusieurs apprentissages qu'on pouvait appliquer rapidement. Donc, voilà quelques exemples que je pourrais vous partager, mais le résumé de ce que je voulais vous dire, c'est qu'on l'utilise vraiment comme une praxis, comme une philosophie, et moins comme une méthodologie, et que c'est, dans tous les cas, très, très efficace pour changer les mentalités et les façons de travailler ensemble. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Félix, pour ces différents exemples. Et puis pour ce message aussi qui est au cœur de notre CP d'aujourd'hui, c'est ne nous en comprends pas de trop de méthodes. Il faut en garder quand même un petit peu, mais l'idée, c'est aussi d'être dans le faire et dans la praxis, comme tu le dis très bien. Je me tourne à présent vers Estelle. Estelle, est-ce que tu pourrais toi aussi nous partager des exemples concrets d'accompagnement d'organisation avec les AOC ou avec des approches s'en rapprochant, attention pour cette belle répétition, et des exemples qui te sembleraient inspirants pour notre auditoire? Oui, tout à fait. Et puis j'ai pensé aussi à la question de la complémentarité. Donc les deux exemples que je vais peut-être vous présenter, on peut peut-être dire qu'il y en a un qui est plus en amont et l'autre un peu plus en aval. Enfin, comment les AOC vont se tisser justement avec des sujets ou des problématiques que peut avoir la structure. Mon premier exemple, je le prends auprès des Restos du Cœur, que j'ai pu accompagner. Donc, ils avaient une démarche qualité sur l'accueil des personnes accueillies. C'est pléonasme, mais ils les appellent comme ça. Donc voilà, il y a vraiment, ce qui était intéressant, c'était de lier la qualité de cet accueil avec le bien-être des bénévoles. Donc ça, c'était une vraie révolution au sein des Restos du Cœur. Parce qu'ils avaient presque, allez, bon, à l'époque, et je pense qu'il y en a encore plus maintenant, mais ils avaient plus de 70 000 bénévoles, ce qui est une énorme structure, et pas de service pour les suivre au sens d'un service RH, en fait. Donc ils avaient juste un service de formation. Bien sûr, les bénévoles étaient toujours formés, et puis il y avait toujours des salariés en support, mais pas de service qu'ils ont appelé par la suite d'animation de la ressource bénévole.
Et donc leur vision qu'ils avaient établie, c'était que la qualité de l'accueil des personnes accueillies était corrélée plus ou moins avec le bien-être des bénévoles dans la structure. Donc ça, c'était déjà très intéressant. Et que ces bénévoles, pour être dans ce bien-être, devaient être accompagnés, écoutés, formés, et puis bien à leur place. C'est-à-dire aussi en accord avec leurs appétences, leurs goûts, leurs envies, et éventuellement aussi leurs envies de mobilité dans la structure, puisque on peut commencer à vouloir faire une petite mission de bénévole à un endroit et puis vouloir évoluer, changer de service ou développer d'autres compétences au sein même de la structure dans laquelle on s'investit. Donc, les Restos du Cœur ont eu un financement assez important, mais d'une fondation, mais qui demandait un suivi et évaluation au fil de l'eau. Donc, c'est là qu'on a pu introduire avec ma collègue Gabrielle Gay une méthodologie proche des AOC qu'on a proposée, qui se rejoint un petit peu ce que racontait Connie sur la récolte des effets. Parce que c'est un peu ce qu'on a proposé, donc d'intégrer la vision qu'ils avaient déjà, hein, qui faisait ce parallèle entre le bien-être des bénévoles et la qualité de l'accueil. Et puis, on leur a proposé de collecter des effets en les aidant au début, hein. Ça a été vraiment un travail aussi de les aider à distinguer ce qu'étaient des effets observés et des effets attendus. Parce que souvent, dans le brassage, dans ce qu'on faisait remonter de la part des bénévoles, c'était un peu mélangé. Donc, on avait toujours ce souci de leur faire préciser, mais est-ce que vous l'avez bien vu, est-ce que vous l'avez bien observé sur le terrain, ou est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez? Et puis de faire aussi un autre distinguo qui me semble intéressant entre des effets et des activités. Parce que parfois, une activité qu'on va introduire, une nouvelle pratique qu'on va introduire, va être confondue avec un effet elle-même. Donc, bon, c'est pas toujours facile de les dénouer, mais on a essayé de les accompagner un petit peu là-dessus, pour ordonner un tout petit peu ordonner un petit peu les choses. Et du coup, on les a fait réfléchir, on a construit avec les bénévoles un référentiel sur 3 niveaux, donc les effets au niveau des bénévoles, de la mise en place de ce service d'animation de la ressource bénévole, donc de leur suivi. Au niveau du collectif, en l'occurrence, c'était soit les centres, plus précisément en terrain, soit des antennes départementales. On a plutôt au début des antennes départementales, et puis sur les personnes accueillies. Et on a aussi travaillé, donc on les a fait travailler avec 2 collectes à 1 an d'écart, avec des questionnaires, des entretiens aussi auprès des acteurs clés, comme les responsables de centre ou les relais de l'animation, les référents de cette stratégie-là, dans chaque département. Et puis, on a investi, on leur a proposé aussi d'investir un niveau qui est assez intéressant à prendre en compte. Et donc, parfois, dans les réseaux, on ne sait pas toujours quoi faire, qui est le réseau régional, qui permettait en fait d'avoir une approche comparative entre plusieurs antennes départementales et donc d'avoir une horizontalité un peu dans la collecte des effets et de pouvoir faire remonter des choses soit convergentes, soit divergentes au niveau du pôle parisien, du service plus centralisé. Mais du coup, et ça donnait aussi un rôle assez au niveau des régions de pouvoir collecter et d'avoir un rôle dans ce suivi-évaluation. Donc ça, c'était assez intéressant. Euh, Bon voilà, je vais pas. Et puis donc ça a permis de faire vraiment nourrir hein, au fil de l'eau la stratégie d'animation de la ressource bénévole au sein des restos. Et puis ça a servi aussi au niveau de la stratégie qualité et puis de la stratégie informatique. Bêtement, mais comme ils allaient mettre aussi un outil en place pour aider aussi à suivre et à animer cette ressource bénévole, tout le retour du terrain était précieux pour le service informatique et pour le design, enfin pour l'implémentation de ce service informatique et l'appropriation par les antennes. Voilà. Je vais passer, si j'ai encore un petit peu de temps, sur un deuxième exemple qui est plus récent pour moi, qui est le programme Jeunes des Deux Rives, qui a été mis en place par Solidarité Laïque. Donc c'est un programme d'EXI hein, qui vise la rencontre de jeunes Français, Marocains, Tunisiens autour de projets de solidarité, d'écologie, enfin d'intérêt général, qui est financé sur des fonds en France, hein, JSI, VVSI. Et donc les projets se passent le plus souvent au Maroc, en Tunisie, hein, au cours de séjours d'une semaine à 15 jours. Et puis, bon, parfois il y a des retours en France, mais comme pour un coup, et puis l'obtention des visas est toujours plus difficile. Bref, je ne rentre pas là-dedans. Mais dans ce programme, il y a aussi toute une visée de montée en compétences hein, des éducateurs et des éducatrices des 3 pays
avec toutes les différences de statut et d'engagement, hein, parce qu'il y en a qui sont salariés en France et alors qui sont bénévoles plutôt en Tunisie, au Maroc. Et donc une démarche de capitalisation au fil de l'eau, qui fait partie intégrante de ce programme, qui est un axe 3 dans le cadre logique. Et donc, dans l'évaluation au cours de l'évaluation de ce programme, les AOC m'ont permis en fait de leur proposer de faire converger 3 stratégies. Donc, je reprends 3 niveaux, hein, au niveau des jeunes, au niveau des structures et au niveau des territoires. Euh, 3 stratégies, c'était une réflexion, puisqu'ils avaient des retours au niveau de la capitalisation sur les pratiques pédagogiques, de dire qu'il fallait que les jeunes réfléchissent mieux au sens de leur action et conscientisent davantage le sens de leur projet, pourquoi ils s'investissent dans un projet comme ça. Ils ont aussi tout un outil audiovisuel. Donc là, le journaliste qui les accompagne en éducation aux médias et à l'usage de l'outil audiovisuel souhaitait aussi qu'on travaille davantage sur le sens du film, que ce soit pas un film pour épater les copains dans les quartiers au retour, mais bien un projet qui mette en valeur aussi les effets de l'action qui aide les jeunes à réfléchir aussi à leur territoire en amont dans la présentation, donc il y a un premier film de présentation de son quartier, et puis ensuite dans le sens du projet. Et puis, troisième niveau, enfin, troisième objectif aussi, c'était comme ils allaient avoir 10 ans, ce programme va avoir 10 ans bientôt, dans la phase 3, de dire aussi qu'ils pouvaient se saisir des AOC dans une réflexion interne pour essayer de faire sortir par eux-mêmes les effets au niveau des jeunes, au niveau des éducateurs, des structures associatives qui s'engagent, et puis des territoires, et de travailler en fait en interne, que tout le monde se mette un peu en mode AOC finalement, à son niveau, euh, pour même au niveau d'un groupe de jeunes, au niveau d'une réflexion d'un jeune sur sa propre trajectoire dans ce programme, bon, etc pour valoriser tous les effets que ce programme a sur chacun de ces niveaux-là, que ce soit aussi à un niveau individuel ou à un niveau collectif. Puisqu'il y a aussi des réseaux d'associations qui s'étaient créés dans les territoires grâce à ce projet. Euh, et donc finalement, d'animer aussi les AOC, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est d'embarquer en fait, de faire de l'animation embarquée des AOC pour créer de la cohésion, recréer du sens, réfléchir tous collectivement et le dire soi-même. C'est là aussi que je me place plutôt en aval sur ce projet-là, c'est que cette convergence en fait du sens permettait de construire aussi un outil de communication qui leur manquait, un outil de suivi-évaluation qui leur manquait, d'aller nourrir du plaidoyer interne dans les structures auprès des élus, mais aussi externe auprès des collectivités territoriales pour aller chercher d'autres financements. Et donc finalement, voilà, repartir à nourrir cette recherche de financement qui est le nerf de la guerre pour toutes et tous, quoi. Euh, bon, voilà, je peux répondre à des questions, je voulais laisser la place plutôt aux échanges, mais... Merci, merci beaucoup Estelle et merci à tous les trois pour ces exemples très inspirants et très concrets de recours notamment à ces différentes approches, donc que ce soit la récolte des effets ou l'animation des AOC dans différents contextes. Ça traduit effectivement une grande capacité de flexibilité et d'adaptation de ces approches. Hein, donc, sans faire de résumé exhaustif, on a pu voir le recours des AOC adaptés pour animer les territoires, permettre justement l'action multi-acteurs, multi-actrices intégrée sur un territoire, l'utilisation notamment de la récolte des effets aussi, et aussi des approches orientées changement dans un suivi évaluation au fil de l'eau. Ce que permet effectivement ces approches-là, c'est une liberté dans les réponses, permettre aussi de mettre l'accent sur les contributions et pas l'attribution aux effets, mais aussi notamment de permettre aussi la parole pour inclure des effets négatifs, pas toujours positifs, et permettre également, comme le rappelait Estelle à l'instant, les AOC pour renforcer aussi la réflexion auprès de divers publics, que ce soit des groupes de jeunes, que ce soit un niveau plus structurel des organisations ou un niveau même des territoires, et faire justement converger les différentes stratégies pour remettre effectivement du sens et permettre l'animation collective. Alors, je vais vous laisser la parole pour poser vos questions, que ce soit des questions juste de clarification, de compréhension, des réactions, ce que ça vous inspire. N'hésitez pas. Vous avez effectivement le chat si vous préférez par écrit ou prendre tout simplement la parole pour que les témoins puissent vous répondre sans souci. Voilà.
Alors, vous avez la possibilité de lever la main pour prendre la parole ou par le chat, comme le disait Claire, et je me ferai votre porte-parole dans ce cas-là. J'essaierai d'être le plus fidèle possible à ce que vous aurez écrit, mais c'est toujours plus sûr de prendre la parole. Ah, on Je a des t'en prie. questions. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, On ok, t'entend. super, merci. Alors, je vais peut-être faire un impair, mais j'ai eu un problème de connexion, donc je n'ai pas entendu la présentation d'Estelle. Et j'ai peur que ce soit un peu ma question. Mais en tout cas, pour avoir animé plusieurs théories de changement, en fait, on a un problème aujourd'hui, surtout dans les organisations internationales. C'est très difficile de mettre tout le monde autour de la table, c'est-à-dire les bénéficiaires indirects, les décideurs institutionnels, les partenaires, etc. Donc très souvent, on se retrouve à faire en fait une théorie du changement entre les mêmes personnes de l'organisation, alors que l'intérêt c'est d'y mettre un petit peu tout le monde. Et c'est très difficile en fonction des contraintes de temps. C'est des demi après-midi, ça doit être fait en 6 mois, etc., etc. Donc, je voulais savoir, peut-être surtout pour Félix, je ne sais pas, ou pour Estelle, si vous avez différentes techniques pour le faire, vous le faites à différents moments, mais du coup, c'est un peu plus difficile aussi de retravailler parce que l'intérêt des théories du changement, c'est justement de créer du sens et de l'écoute. Et c'est pouvoir s'écouter, alors que quand on le fait par groupe, où on reprend les chemins de changement, ben, les autres acteurs ne sont pas là pour l'entendre et il faut reprendre les choses. Donc, je ne sais pas si vous aviez, vous, les mêmes difficultés, les mêmes enjeux et éventuellement certaines solutions à cela. Si Geoffrey, je propose de prendre une seconde question avant que vous apportiez vos réponses, Félix et Estelle. On avait Laure Criqui qui avait levé également la main virtuelle. Oui, bonjour. Laure Criqui, consultante indépendante. Alors moi, j'avais une première remarque. J'ai trouvé ça très intéressant dans la présentation de Félix. Je ne sais plus lequel des champs, mais où il y avait les effets en termes de pratique et les effets en termes de connaissances et attitudes. Vous m'entendez mal? So, si tu veux bien couper ta caméra, peut-être, Laure, de Est-ce que façon là, à ce c'est qu'on bon? essaie d'avoir un meilleur réseau. Hein. Ouais, ouais. Oui, je disais, du coup, les effets en termes de pratique et les effets en termes de connaissances, moi, ça m'a fait penser aux enquêtes CAP, en fait, connaissances, attitudes pratiques, qui sont utilisées beaucoup dans le secteur de la santé, aussi au assainissement, hygiène, et je trouve que c'est intéressant comme complémentarité euh, méthodo ou conceptuelle. Et après, donc ça c'était juste une remarque. Et après, j'avais une interrogation, toujours par rapport au schéma qu'on était présenté, parce que je trouve que l'intérêt des approches orientées changement, c'est qu'elles permettent d'être en un sens plus complexes, enfin, moins simplificatrices que d'autres méthodologies. Ce qui rend parfois, je trouve, difficile quand on en arrive à la fin de la réflexion d'ordonner les choses, d'arriver à identifier les interdépendances, les effets croisés, Je suis désolé, Laure, je vais me permettre de couper le son. il y a un vrai défi dans la manière dont on va Là, je pense qu'on entend tout le son qui est resté dans la machine. Désolé, Laure, je me suis permis de couper le son parce qu'on t'entend super haché. Donc, la dernière question, c'était la difficulté à ordonner. C'est très foisonnant et du coup, cette difficulté à ordonner, même graphiquement, ce qu'on va avoir comme production. N'hésite pas, si tu veux apporter des précisions sur ta question, à marquer dans le chat, mais ça devenait difficile à pratiquer. Euh, pour nous. Du coup, je vous propose, il y a d'autres éléments sur le chat. Je les laisse de côté pour l'instant. C'est pas que je les oublie, c'est simplement que je vous propose du coup, Félix notamment, Estelle, vous aviez été sollicité par Geoffrey, et puis vous aurez peut-être aussi des éléments à apporter sur la question de Laure. Oui, Estelle, veux-tu y aller ou j'y vais en premier? Comment on...
Vas-y, J'y vas-y. vais. Ben, pour la première question, hein, la question de rassembler tout le monde pour faire des chemins de changement, des stratégies de changement, effectivement, moi, je crois pas que ce soit encore possible dans la plupart des cas. Puis plus on décide d'utiliser ces approches-là à haut niveau, quand on parle de transformation territoriale, ben, je crois que c'est tout bonnement impossible, hein. Pour plusieurs raisons. Ben, d'abord, la question du temps, hein, de la disponibilité des gens en premier lieu. Après, je ne crois pas qu'on puisse avoir une approche d'animation qui soit inclusive et puis qui nous permette d'aller au plus loin avec tout le monde en même temps, hein. Donc, pour moi, il y a lieu d'avoir des espaces aussi sécuritaires à certains moments. Si on travaille avec des populations qui sont vulnérables ou vulnérabilisées, pour moi, c'est important aussi d'avoir des approches d'animation qui sont adaptées, hein, puis qui créent des espaces sécuritaires. Donc, ça veut dire parfois de travailler avec ces groupes-là de manière fermée, avec ces groupes-là, des fois avec du par et pour ces groupes-là. Euh, donc, euh, donc, pour moi, il faut qu'il y ait du travail en différé. Il faut absolument qu'on soit capable de faire du design de stratégie de changement en différé. Donc, avec plusieurs événements, plusieurs moments où tout le monde ne se rencontre pas toujours. Et puis, de notre expérience, ben, ça se fait très bien. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin de plus de gens. Si on travaille, par exemple, sur la vision, mais là, on est dans un mode agora. Donc, ça prend un maximum de personnes impliquées, mais on peut venir nourrir l'agora même avec du travail qui a été fait en amont, notamment par des approches par le récit. L'approche par le récit pour de la vision fonctionne extrêmement bien. Donc, on peut aller faire travailler des groupes sur du récit. Euh, leur faire auto-analyser, hein, dans une logique de justice épistémique aussi le contenu qu'ils font, et puis que ça vienne nourrir le travail de vision qui est fait en Agora. Et ça, c'est très, très porteur et très intéressant quand on le fait. À d'autres moments, on va avoir besoin de travailler avec certains experts aussi pour ouvrir des possibles autour des changements. Quand on travaille sur des choses très techniques, comme par exemple la transition socio-écologique, ben, on va devoir travailler en différé pour pas non plus venir créer une confrontation entre de l'expertise technique puis de l'expertise d'usage parce qu'on veut qu'elle se rencontre et non pas qu'elle se confronte. Donc, il y a différents moments où est-ce qu'on va avoir des stratégies de différé. Mais oui, je crois que c'est non seulement la réalité, la dure réalité, mais je crois qu'à certains moments, ça peut être souhaitable et nécessaire aussi de le faire. Donc ça, c'est pour la réponse à la question de Geoffrey, puis c'est notre expérience, hein. Je ne dis pas qu'on a on a raison, mais de notre expérience, ben, on n'a pas le choix de le faire, puis même que des fois, ça peut être très, très porteur de le faire. Ensuite de ça, ben, pour la question euh, connaissance, comportement, pratique et milieu de vie, hein, les trois niveaux, j'ai pas vu de moment où ça fonctionnait pas. Au début, hein, j'étais très critique. Oui, Félix, je me permets on y simplement va parce une qu'il y a à des la gens qui fois. nous. Non, non, tu vas pouvoir répondre tant que tu as la parole. C'est pour que les gens comprennent s'ils nous regardent en replay. Euh, on a eu une question dans le chat Oui. qui revenait sur ta présentation à trois niveaux, court terme, moyen terme, long terme. À la place, c'était changement culture, cadre de vie, changement pratique, changement connaissance. Je fais ça rapidement, hein, j'espère que je suis à peu près fidèle. Et donc, il y avait Estelle Edouin qui t'interpellait en disant, mais est-ce que c'est pas un présupposé qu'on pourrait remettre en cause, qui est ces liens logiques, comme tu les présentais tout à l'heure, entre connaissance, interconnaissance, engendre pratique, pratique engendre cadre de vie, Ouais. etc. Je te laisse du coup lui apporter réponse et après ce sera le tour d'Estelle de prendre la parole. Ouais. Ben, d'une part, hein, tu sais, on ne l'utilise pas comme nécessairement une causalité, cause-effet directe, mais ça nous amène à se poser la question, en fait, de se dire, ben, pour que ce changement de pratique ait lieu, est-ce qu'il y a des changements de connaissances qui doivent avoir lieu ou d'interconnaissance? Puis, je suis le premier à avoir été extrêmement critique de cette topologie-là, de cette façon de diviser les choses. Et je dois dire que depuis plusieurs années maintenant que je l'utilise simplement comme outil, hein, de facilitation à la base, j'ai pas encore réussi à trouver un moment où ça ne s'appliquait pas efficacement. Donc, je vous mets au défi. Je serais vraiment intéressé, mais à chaque fois que je l'ai utilisé, ça nous a permis d'avancer. Euh, puis même si je reste très critique moi-même, puis je me dis, ben, il n'y a peut-être pas que ça, hein, puis j'ai tendance à utiliser d'autres modèles, donc des fois,
plutôt avec des groupes, quand on travaille sur des politiques publiques, je vais utiliser des modèles comme les Waters of System Change du FSG, justement, donc qui sont 6 conditions du changement systémique pour travailler des changements, mais j'ai pas encore vu la limite encore de cette approche-là. Puis ben, je vous mets au défi de l'essayer, de l'utiliser, puis si vous trouvez, ben, vous me le direz. Voilà. Le Est-ce Félix que j'ai répondu à Challenge. toutes les questions, Paul? Ouais, je crois que c'est pas mal. On avait du coup encore dans le pipe pour Estelle, euh, notamment cette question, ouais, bah alors, à la fois la mobilisation, si ça a des éléments à apporter, la mobilisation donc des personnes dans un cadre approche orienté changement. On a aussi la question de la modélisation, c'est-à-dire c'est parfois complexe qui ressort d'approche orientée changement. Qu'est-ce qu'on Enfin, comment on s'en sort avec tout ça? Est-ce qu'on peut le représenter ou non? Et puis, on va s'arrêter là pour l'instant. On va reprendre peut-être une ou deux questions par la suite. Ok, le jeu se complique. Du coup, non, Félix, c'était juste une question par rapport à l'ordre sur les 3 niveaux, qui était plutôt court terme, moyen terme, long terme. C'était plus ça qui m'interrogeait, vu que moi, je me interrogeais sur les représentations que je mettais dans les connaissances et que du coup, pour moi, ça pouvait prendre un peu plus de temps mais bon, peu importe. En fait, Euh, on oppose à une logique temporelle. ouais, Ouais, c'est pas une logique temporelle. Elle n'est ok, pas nécessairement d'accord, temporelle, ouais. ok. En tout cas, sur l'interconnaissance, je retrouvais aussi l'outil un peu cartographie des acteurs qu'on peut utiliser parfois dans le diagnostic en amont des AOC, où on cartographie justement les interactions entre les acteurs et les actrices, qui nous permet de comprendre les jeux des uns et des autres et les rapports des unes et des autres. Donc voilà, c'est intéressant. Sur la mobilisation, bon, moi, j'ai pas été dans des grands enjeux de collectivité ou d'un grand nombre de personnes. Je crois qu'il faut être très modeste. D'abord, on a effectivement un cadre nous-mêmes d'évaluation qui souvent court en temps, court en budget. Voilà, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Euh, il faut y aller modestement et je crois qu'il faut plus chercher une modularité, une complémentarité des outils qu'on peut utiliser. Je rejoins Félix sur ce qu'il disait, c'est-à-dire on peut enrichir, par exemple, quand on sait qu'on va avoir une petite agora ou une petite réunion ou un petit atelier qui réunit plusieurs acteurs, essayer de l'alimenter en amont par exemple, un questionnaire qui va pouvoir être saisir voilà, des avis ou des ressentis à plus grande échelle et le soumettre à la discussion. De toute façon, c'est toujours ça, hein, c'est toujours ce qu'on cherche, c'est susciter l'échange, susciter le débat, susciter la discussion. Quoi qu'on utilise comme outil, à quelque niveau que on se retrouve au niveau des AOC, je crois que l'objectif, c'est toujours de faire discuter et de faire émerger des tendances ou des choses, des avis convergents et de pouvoir avancer ensemble, quoi. Enfin, il faut le dire plus simplement. Euh, et du coup, c'est aussi simplement qu'il faut aborder l'aval pour répondre à la dernière question sur la modélisation. Alors, il y a des champions du schéma, design, machin. Moi, j'aime beaucoup les schémas aussi, mais voilà, je bricole. Non, mais là, c'est pareil, il faut y aller par mots-clés, il faut y aller enfin, il faut on peut regrouper des mots, des tendances, des ressentis. Voilà, faut y aller par champ lexical, on peut avancer comme ça. C'est quand même du bon sens, quoi. Revenir au bon sens, revenir à ce qui fait sens pour les acteurs et les actrices, toujours leur redemander de valider quand on avance un petit pas dans l'analyse avec eux, leur soumettre. Euh, Très concrètement, moi, par exemple, avec mon approche personnelle, hein, mais quand je conduis une évaluation des entretiens, d'entretien en entretien, je vais émettre une hypothèse et je vais la soumettre en fait aux personnes à qui que j'ai écouté d'abord, hein, mais ensuite je vais leur soumettre une ou deux ou trois hypothèses et elles vont me le valider et en fait ou pas. Et du coup, soit je laisse tomber, soit je la reposerai autrement, parce qu'en général je lâche pas au premier coup, mais Paul en sait quelque chose. Mais bon voilà, en tout cas quand même, j'essaye de faire avancer, ce qui fait qu'au moment de la rédaction de l'évaluation ou de faire présenter d'agencer les hypothèses ensemble et les résultats, c'est quand même des choses qui ont déjà été plus ou moins validées par la plupart des personnes que j'ai interrogées. Sinon, je l'écrirais pas. Donc, c'est aussi une manière d'avancer au fil de l'eau avec avec les acteurs et les actrices. Voilà.
C'est un petit tips. Mais Merci. je pense que ça peut fonctionner aussi dans le suivi d'un projet ou dans une suivi d'une stratégie. Merci beaucoup, Estelle. On est déjà en retard, mais j'avais deux questions déjà sur le chat auxquelles je vous propose de répondre, mais très brièvement. J'ai vu que Avril Vignon avait levé la main également. Est-ce que, si vous voulez bien, vous pouvez garder cette question pour la deuxième série de questions-réponses tout à l'heure? Euh, il y avait deux questions sur le chat. Euh, Andriana Rinirina, excusez-moi d'avoir éventuellement écorché votre nom. À un moment donné, Félix a parlé de chemin de changement et de theory of change, théorie du changement. J'ai compris que les deux sont différents. Est-ce vrai? Première question, avec une réponse très rapide, c'est une gageure. Voilà, donc on n'a pas aujourd'hui évoqué toutes les inflexions, les différences qu'il peut y avoir entre différentes approches, mais si on peut évoquer celle-là rapidement, c'est super. Et une deuxième question à nos interlocuteurs, interlocutrices. Euh, Toutes les démarches AOC aboutissent-elles à un plan d'action? Si oui, comment concilier l'atteinte des effets attendus, changement de comportement collectif, avec le temps imparti d'un projet de développement rural, par exemple, qui souvent dure 3-4 ans? Ce que je comprends, c'est qu'il pointe, c'est Thierry qui nous écrit, pointe on va dire peut-être la tension entre le cadre projet et un cadre de planification, on l'a dit, de plus long terme, une vision de plus long terme, etc. Qui veut se lancer sur ces deux questions ou sur une d'entre elles avant qu'on reprenne les échanges? Je vous ai trop mis la pression sur le timing, je crois. Mais je peux y aller. Puis Connais? je me place On a... pas, hein, comme spécialiste pour ce qui est de toute la question méthodologique, là, comme vous l'avez vu. Euh, la théorie du changement ou theory of change est de mon expérience plus près de la narration que de la modélisation. Donc, on peut très bien avoir un cadre logique traditionnel, puis avoir une théorie du changement qui se rapproche du récit, puis qui veut expliquer finalement comment le changement va avoir lieu. Les chemins de changement ben, sont un peu plus séquentiels, hein, on le voit, même si quand même ils se veulent, on veut quand même ne pas avoir une approche trop linéaire, hein, vous le savez, en approche orientée changement, mais on se retrouve avec des chemins parallèles, des croisements. Donc, pour moi, c'est deux outils, bien entendu, qui se recoupent, hein, mais c'est deux façons de parler de changement de mon expérience. Quand j'étais en coopération internationale au Canada, on devait faire une théorie du changement, mais on avait quand même un modèle logique traditionnel avec tout ce que ça implique. Euh, donc voilà, peut-être un peu plus près du récit et de la narration, ça serait mon expérience. Si Félix, on avait Connie également qui voulait nous apporter des éléments. Oui, merci. Bon, le fait qu'on travaille dans des projets de, disons, 3, 4, 5 ans, 1er janvier, 31 décembre, ça, c'est par définition quelque chose d'artificiel. Donc, 100%, c'est sûr qu'on ne va pas arriver au résultat visé, espéré le 31 décembre de je ne sais pas quelle année. Mais de l'autre côté, donc ça, on ne va pas arriver à résoudre cela. Mais de l'autre côté, les changements se font tous les jours. Et maintenant, il y a les gens, et même si une ONG travaille dans des projets de 3-4 ans, peut-être que cette ONG existe depuis 10-20 ans. Et c'est trop dommage que souvent, il y a les grands changements, je suis sûre que souvent, les grands changements ne se matérialisent qu'après de beaucoup plus de 4 ans, 10, 15 ans. Et c'est dommage si on jamais capte cela. Donc, c'est une question d'ouvrir les jeux pour l'imprévu et aussi d'essayer à capter les changements importants auxquels vous savez que vous avez eu une contribution, même si c'est dans le passé. Je pense que c'est une bonne chose de discuter avec vos bailleurs aussi, hein, de faire des évaluations de long terme et de pouvoir faire cela. Maintenant, je suis impliquée dans une évaluation d'un programme de 9 ans. C'est déjà super.
Parce que dans ce cas-là, on peut bien sûr se concentrer sur les changements des dernières années, mais on peut dire que, tiens, ça nous a pris 5, 6 ou même 10 ans. Donc, on ne va pas 100% le résoudre, mais des fois, c'est aussi utilisé comme une excuse presque. Non, on ne peut pas arriver à cela parce que c'est 3 ans, c'est trop tôt, on ne peut pas dire cela. Dans ce cas-là, vous avez fait des objectifs, des ambitions trop ambitieux. Donc, c'est aussi une question d'être réaliste dans quel changement on envisage. Et aussi capter les changements qui se font, qui se matérialisent tous les jours et qui sont importants. Donc, il y a un changement et peut-être la norme n'est pas encore changée, ce n'est pas tout le monde, mais s'il y a de early adopters, je ne sais pas comment dire en français, si on peut capter cela et on peut expliquer que ça, c'est important parce que ce sont les leaders d'opinion informels, que donc ça montre déjà quelque chose. Donc, on peut toujours faire quelque chose, c'est ça. Merci, Connie. Je vous propose du coup qu'on passe à la suite. Et la suite, c'était notre dernière question à Claire et à moi. Et ma première question, du coup, première et dernière question à Connie sera sur un peu l'avenir. Comment dans le contexte actuel, bon, je ne vais pas préciser trop sur le contexte, vous savez qu'on est dans un contexte un peu complexe, tant du point de vue international qu'au niveau européen, hein, enfin bon bref. Dans le contexte actuel, en tout cas, comment tu vois la récolte des effets évoluer? Est-ce que tu as déjà eu, toi, à t'adapter par le passé à des éléments exogènes, modifier cette approche selon un contexte en évolution? Comment appréhender justement l'adaptation de nos outils et méthodes, et dans le cas présent de la récolte des effets, aux évolutions du contexte? Tu poses la question à moi pour Oui, c'est commencer? pour toi, Connie. Oui, OK. Bon, pour faire le lien avec ce que je venais de dire, c'est un argument, ce que j'aimerais évoluer, bon, si ça se passe, je ne sais pas, mais de rendre possible une évaluation sur un projet d'une longue période, mais pas seulement cela, mais aussi une évaluation qui prend ensemble plusieurs programmes. Parce que les sujets sur lesquels les ONG travaillent, ce sont les sujets les plus importants, les plus actuels, ce sont des sujets comme le changement climatique, polarisation dans les débats publics, bon, il y a beaucoup de choses différentes. C'est jamais une seule organisation qui peut résoudre cela. Alors, de trouver des manières et peut-être de le formuler comme un projet à part, de rechercher les effets de différents types mais peut-être même pas des ONG, mais d'ONG plus recherche, plus leader religieux, je ne sais pas quoi, mais évaluer ensemble l'effet de plusieurs acteurs sur un certain sujet. Ça sera une idée d'adaptation. Une autre évolution que je vois déjà, qu'il y a des collègues, moi je ne suis pas amatrice tellement, mais il y a de plus en plus de personnes qui font la récolte des effets, et je m'imagine aussi d'autres méthode évaluatrice, en utilisant l'IA pour faire des entretiens automatisés et pour commenter sur une ébauche d'effets. Comme je viens de dire, la récolte des effets a une certaine rigueur et une certaine précision dans la formulation des effets. Il faut dire que ça dépend le niveau de précision, ça dépend aussi du goût, une nécessité des utilisateurs. Hein. C'est une approche focalisée sur l'utilisation, donc ce n'est pas toujours qu'il faut être hyper précis. Mais si on a besoin des infos précis et dans mon expérience au moins, d'être un peu plus précis dans les effets, dans la description, ça augmente la compréhension et l'appréciation de l'effet aussi. Donc ça, c'est un travail. On l'appelle le ping-pong en faisant la récolte des effets. Ce n'est pas seulement un entretien, mais on fait un entretien et après, l'évaluateur fait un compte-rendu sous forme d'effets et présente cela à l'interlocuteur. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous pouvez me donner des précisions par-ci, par-là?
Donc, pour cela, c'est très, très utile de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Mais il faut être amateur, il faut apprendre, c'est un investissement. Mais ça se fait sans doute. Et en général, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt à utiliser la méthode récolte des effets comme outil de suivi plus que d'une évaluation externe finale après l'effet. Et je pense qu'en général, comme le monde change tellement vite, on a besoin d'un outil de suivi beaucoup plus vite pour être capable d'adapter au cours de route au lieu d'évaluer à fin de jour. Et moi, je dis, en tant qu'expert, je dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais le contexte a changé. Et dans le monde actuel, les changements, pense à la politique, pense aux guerres actuelles, pense à la crise climatique, les changements sont assez vite qu'on est en train qu'on doit être capable d'adapter assez vite. Donc, utilisation pour le suivi. Et ça, je le vois déjà. Il y a quelque chose aussi qu'on pourra dire que la récolte des effets, ça prend un peu du temps. Et la question souvent est que quand est-ce qu'on considère que la qualité, c'est suffisante, c'est assez bonne, peut-être pas encore parfaite. Et si c'est pour une utilisation interne, le temps que cela demande pour vraiment avoir des données complètes et bien comprises, ça c'est plus facile que quand c'est une évaluation externe. Mais il faut être, et ça c'est une discussion au sein des praticiens de la récolte des effets qui est récurrente, quand est-ce que c'est suffisant et quand est-ce qu'on perd disons, la cœur de la méthode. Mais il y a toujours le risque, pour moi, ce sont les utilisateurs qui doivent être contents, ça doit être suffisant pour les utilisateurs. Et peut-être dernier commentaire, comme les changements sont assez vite et comme on travaille sur les enjeux qui sont tellement difficiles et durs et on voit dans toutes sortes de choses, on voit qu'on fait des pas en arrière, je me demande des fois, pour moi, personnellement, comme je travaille tellement souvent sur la récolte des effets, je suis intéressée aux effets, je suis intéressée à voir les changements, mais de plus en plus, on voit que les changements peuvent aller aussi en arrière. Si on pense ici aux Pays-Bas, par exemple, l'acceptation générale de l'homosexualité, par exemple, il y a un changement, ce n'est pas un acquis, tiens, tic de box, ça c'est fait, allez-y, continuez avec la prochaine. Non, il faut continuer à travailler et se concentrer là-dessus. Et pour moi, je me demande personnellement, ça me donne une attention, peut-être au lieu d'être uniquement se concentrer sur les effets, peut-être il faut aussi se concentrer encore plus sur les valeurs, les raisons pour lesquelles on fait quelque chose, la posture, l'attention, l'inspiration, les valeurs. Donc ça, je vois que ça devient plus importante dans le futur proche, je crois. Mais ça, c'est vraiment un point de discussion. Je ne suis pas du tout sûre. Merci beaucoup, Connie, pour cet exercice de projection dans le futur. Et du coup, ça permet de faire la transition avec Félix. Du coup, face à cette dimension d'incertitude forte, est-ce que c'est encore pertinent selon toi de s'ancrer dans une vision long terme à 10-15 ans, par exemple? Ben là, c'est le moment où je laisse la bombe tomber, mais je crois pas. Je crois effectivement qu'on entre dans des logiques qui dépassent du design de systèmes complexes, puis on entre doucement dans de la gestion de crise et on ne sait pas à quel moment on est dans une crise, à quel moment on est dans la complexité. Exactement. On tombe dans le chaos. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Connie vient d'amener. À mon sens, quand on design dans la complexité puis dans le chaos, on ne doit pas avoir les mêmes outils de planification et la même façon de faire. Et je crois que se projeter dans un futur, puis même et puis, c'est contre-culturel parce qu'en ce moment, il y a énormément de travail de prospection du futur qui se fait, etc. Mais je ne crois pas que ça soit l'approche à prioriser constamment.
et je reste nuancé hein, là-dessus. Mais je crois que de plus en plus, on doit aller vers des approches qui designent à partir du présent plutôt que du futur. Et designer à partir du présent, ça demande des outils qui sont complètement différents de ce qu'on est habitué de voir. Pour moi, l'approche orientée changement va être amenée à se transformer pour pouvoir planifier à partir du présent. Et quand on planifie à partir du présent, ben on troque la vision pour une direction. Puis quand on a une direction, ça veut effectivement dire, comme Connie l'amenait, je pense, des valeurs, par exemple. Des valeurs qui sont de l'ordre de la direction, qui peuvent exister dans le présent, mais on ne sait pas comment on va les mettre en œuvre, puis comment on va intervenir sur le système. On doit faire une panoplie de petites actions, donc ce qu'on appelle hein, des petits essais-erreurs, pour voir qu'est-ce qui colle, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, on doit être dans l'action, dans l'expérimentation avant d'être dans la planification à certains moments. Et puis, je crois qu'il y a tout un arrimage à faire entre ces approches-là, hein, qui sont prêts un peu, pour celles et ceux qui connaissent, mais des modèles de la complexité de Cynefin, que Yeah. Dave Snowden travaille. Et que je crois que c'est de plus en plus vers ça qu'on doit aller. Donc, pour moi, effectivement, gros travail à faire, notamment sur des approches d'évaluation aussi qui sont suffisantes, qui sont extrêmement rapides, extrêmement légères. Puis si on revient hein, à Edgar Morin, ben pour moi, c'est suffisant quand on est prêt à faire le pari. Parce que dans la complexité, on travaille dans des paris. Donc pour moi, il faut être capable de voir c'est quoi le seuil où on est prêt à faire un pari puis essayer quelque chose de nouveau. Et puis, ça nous dit que c'est suffisant dans la captation. Donc, ouais, il y a un gros renouvellement à faire, mais je crois qu'on doit passer de la vision à la direction. Puis, ça va nous demander un ensemble d'outils puis d'approches complètement différentes. Ouais. Et je me tourne à présent du coup vers Estelle pour lui adresser la même question ou y apporter des choses encore. Comment est-ce que toi tu vois les approches orientées changement évoluer dans un contexte, par exemple, que celui de la réduction de l'APD, par exemple? Oui, c'est pas évident c'est pas évident de se projeter dans ces contextes-là, mais pour moi, les AOC resteront un fil rouge sur lequel on peut enfiler des perles méthodologiques différentes, mais qui vont permettre de continuer à garder un cap et une boussole. Et en fait, et surtout, je dirais à distinguer la phase de diagnostic d'une phase de vision. Et du coup de sauvegarder la vision d'un contexte qui va être lui beaucoup plus dangereux, tourmenté, chaotique. Mais pour moi, tout ça, c'est la compréhension d'un diagnostic et de garder ce cap d'une vision partagée de l'action collective. Au contraire, ça me semble un peu essentiel pour garder la tête hors de l'eau et de continuer à voir vers où on veut regarder tous ensemble. Je vais donner un exemple un peu précis sur le programme dont je parlais tout à l'heure, Jeunes des deux rives, par Solidarité Laïque. C'est un programme qui a été créé au lendemain des attentats de 2015, avec des mêmes réflexions sur la radicalisation observée en France des jeunes, enfin le risque de radicalisation, et puis tout ce que ça apportait comme critique sur les jeunes en général, et tous les amalgames qui pouvaient amener. Sur les musulmans en France aussi, en France, mais également au Maroc et en Tunisie. Il y avait aussi également des échos des partenaires comme Migration et Développement au Maroc. Et les valeurs de départ, c'était accepter la différence. C'était vraiment ça qui a été rappelé en vision transnationale dans les trois pays. Et aujourd'hui, là, les plus anciens, notamment chez Migration et Développement, au cours des entretiens, tenaient à rappeler, ils disaient, ben, voilà, on a en 10 ans de programme, où aujourd'hui on a vu des jeunes, et en plus ils ont un suivi de cohorte qui est assez extraordinaire, parce qu'il y a, au Maroc, en Tunisie, les jeunes deviennent souvent éducateurs eux-mêmes dans leur structure, éducateurs et éducatrices. Donc ils arrivent à suivre les jeunes, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en France. Euh, et ils disent, bah voilà, ce pari de la valeur, accepter la différence, il est encore valable aujourd'hui, même si le danger a un peu évolué, même si on parle un petit peu moins de la radicalisation, et peut-être plus finalement du danger de l'extrême droite, en tout cas de la montée du populisme, de l'autoritarisme, aussi en Tunisie, au Maroc, il y a le code de la famille en ce moment, c'est pas très simple, ça va brasser des questions qui vont amener des sujets compliqués. Euh, bon voilà, cette valeur, accepter la différence, il est encore valable. Et finalement, les AOC, tels on a parlé tous ensemble à l'issue de l'évaluation, va peut-être les amener à remettre en valeur
enfin, remettre en avant cette valeur partagée, collective, ce cap, cette vision, et de le promouvoir à l'aune des effets collectés au bout de 10 ans, et du coup de montrer comment tous les effets qu'ils ont réussi à obtenir viennent servir cette vision et vient la remplir et l'opérationnaliser. Deuxième exemple aussi très récent, j'étais en pleine évaluation d'un programme de la Ligue de l'enseignement sur Lexi, qui en pleine évaluation s'est fait là en février, hop, arrêt sur image des financements, ils apprennent qu'il n'y aura pas de phase 3, ils attendent même pas le résultat de l'évaluation. Donc bon, Ligue de l'enseignement, c'est quand même une vieille maison en France, hein, c'est créé en 1860. Là, c'est ce que je leur ai rappelé à la fin dans l'évaluation, c'est que la seule fois où la Ligue de l'enseignement a été dissoute, c'était en 1942 par le régime de Vichy. Voilà. J'ai laissé mûrir ces échos-là sur ce que ça pouvait vouloir dire dans 2 ans en France, pour leur dire que c'était le moment aussi, plus que jamais, de rappeler les valeurs essentielles de la Ligue de l'enseignement, de l'éducation populaire, de la laïcité, et que Lexi avait toute sa place, et que même s'il perdait aujourd'hui les financements, il y avait peut-être toute une réflexion et une dynamique à conserver en interne et essayer de rebondir avec une feuille de route que je leur ai aidé à faire, pour continuer à travailler en interne et notamment, j'en arrive à mon dernier point, sur une approche pluriacteur, pluriactrice, c'est-à-dire transversale. Montrer aussi que eux, là, ils avaient un enjeu de positionnement hyper intéressant, qui était de montrer comment on peut amener de Lexi dans tous leurs services, puisqu'ils font du périscolaire, ils font des loisirs, ils s'occupent des vacances des jeunes, ils s'occupent du sport des jeunes, voilà. Et comment on peut amener de Lexi dans tous ces services-là, par une ouverture des activités, une manière, un pas de côté, et une ouverture sur l'international dans toutes les activités qu'ils proposent aux jeunes. Et que c'est aussi un positionnement intéressant pour Lexi, mais que ça sera possible que s'il y a, grâce aux AOC, une manière de transversaliser Lexi dans leurs différents services, et en se mettant justement autour de la table, avec le service sport, avec le service éducation, le service formation, le service périscolaire, et de voir comment ils vont pouvoir amener ces sujets partout dans leur pratique. Voilà. Donc là aussi, pour moi, les AOC permettent cette approche pluriacteur et systémique, en tout cas transversale. Donc, sont essentiels aujourd'hui. Top. Merci Estelle. On va à présent passer à un autre point de notre ordre du jour. Si mon écran fonctionne, oui, c'est bon. Vous avez dû voir ça apparaître à l'écran ma prochaine slide. Alors, vous allez voir apparaître aussi sur vos écrans incessamment un petit sondage très rapide. Ces 3 questions qui nous permet d'évaluer. On est bien loin des approches des changements, mais qui nous permet d'avoir quelques données sur la communauté de pratique à laquelle vous assistez aujourd'hui. Donc, prenez un instant pour y répondre si vous le voulez bien. Ces 3 questions, on vous demande de noter sur 10. C'est vraiment très vite fait. On va passer ensuite à la période des questions-réponses ou à la phase questions-réponses. Comme tout à l'heure, ça vous permettra aussi de profiter de la quinzaine de minutes qui nous reste pour adresser vos questions à nos intervenantes. J'en profite cependant pour que ce temps de réponse au sondage ne soit pas perdu pour une brève page de publicité, puisqu'on aura une prochaine communauté de pratique consacrée au suivi et évaluation qui aura lieu le jeudi 5 juin prochain et l'après-midi en plus, ce qui permet à celles et ceux qui auraient un décalage horaire peu favorable aux événements le matin de venir s'ils le souhaitent. C'est donc une communauté de pratique qui sera consacrée à l'implication des parties prenantes et à l'approche participative dans les démarches de suivi et évaluation. Donc, on ne parlera pas spécifiquement d'approche orientée changement, mais les approches orientées changement ayant beaucoup à voir aussi avec des enjeux de suivi et évaluation, il nous a paru pertinent de mettre ce petit intermède publicitaire dans notre communauté de pratique du jour. Voilà, je laisse donc peut-être Claire lancer les questions-réponses. On n'est pas sur les conclusions, on est sur les questions-réponses. Je t'en prie, Claire. Je crois qu'on a une première. On avait Voilà. Avril qui avait déjà levé la main, je crois, la précédente session questions-réponses. Donc, on va vous donner la parole et puis surtout, n'hésitez pas à réagir par rapport à cette 3e axe de questions également qui vient d'avoir lieu tout de suite. Avril, nous vous écoutons.
Oui, merci, à tous les 3 pour les interventions. Du coup, en fait, ma question, elle est pratiquement presque plus liée à la deuxième partie, donc ça tombe bien. En fait, donc moi, je travaille comme responsable de programme chez SOS Village d'enfants et de fait, du coup, notre public, c'est principalement, des enfants et des jeunes et du coup, je me demandais, en termes d'adaptabilité justement, des outils et cetera, est-ce que vous aviez déjà eu à travailler avec ce public, pour, voilà, recueillir aussi, leur perception, du changement et cetera. Nous, on travaille beaucoup avec les communautés pour, la prise en compte des droits de l'enfant, donc pour faire en sorte que dans les familles, les droits de l'enfant soient mieux pris en compte. Voilà, donc ça, c'était ma première question et puis la deuxième, on travaille beaucoup avec l'Afrique de l'Ouest où, malheureusement, il y a beaucoup de pays où maintenant on peut plus se rendre directement. Donc je me demandais aussi sur, encore une fois, sur les outils, s'il y avait des choses qui avaient été développées pour, un peu plus travailler en ligne peut-être avec les collègues ou en tout cas pour diffuser les pratiques, parce que nous, on a eu quelques formations, dans le cadre d'ateliers avec les collègues pour, voilà, pour commencer à développer, les approches orientées changement, mais c'est vrai que c'est pas facile à faire vivre, s'il y a pas des temps d'échange en présentiel et cetera. Donc voilà, donc j'aurais bien aimé savoir si vous aviez eu voilà, des confrontés à des cas, comme ça, au niveau du public et puis au niveau des collègues avec qui il faut travailler la dynamique. Voilà, merci beaucoup. Merci Avril. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres questions avant que nos témoins vous répondent? Je sais qu'on a un commentaire en tout cas dans le chat, on a plusieurs commentaires. Donc d'abord un premier commentaire sur le fait que ces réflexions communes dans un contexte de gestion de crise constante sont tout à fait passionnantes et inspirantes. Et également, un grand merci aussi pour les conseils autour de l'approche afin de mieux faire face à la réalité dans les pratiques. Donc voilà, donc ça a permis effectivement d'être très inspirant pour les participants et les participantes. Donc merci à vous 3. Est-ce qu'on a d'autres questions pour compléter? Sinon, oui, Paul, peut-être. Non, non, je t'en prie, Claire. Du coup, peut-être donner la parole à nos intervenants intervenantes pour répondre à Avril. Mm, tout à fait. Je peux parler un peu sur la possibilité de faire la récolte de ces faits en ligne. Bien que c'est toujours préféré de le faire en présentiel, ça, c'est aussi personnellement mon préférence, mais en général, je pense aussi qu'on perd quelque chose quand on fait une évaluation tout en ligne. Mais en disant cela, je le fais beaucoup en ligne. Et ça se fait très bien. Comme on cherche à comprendre, on cherche cette précision on a souvent des entretiens en ligne et les réflexions sur des effets en écrit et échanger cela par courriel. C'est super bien possible en ligne. Mais aussi les formations de former des gens, comme je viens de dire, je fais souvent des accompagnements des organisations dans l'utilisation de la récolte des effets comme outil de suivi. Donc, je travaille avec des équipes plusieurs fois et on fait tous les ateliers en ligne. Oui, c'est bien possible. Il y a des exemples aussi. On a un site web. La grande majorité des données, des ressources là-dessus sont en anglais, mais il y a quelque chose en français aussi. Le site web, c'est outcomeharvesting.net. Et il y a des organisations comme Oxfam toujours. Et je pourrais vous donner d'autres noms qui ont des outils développés pour leur organisation pour former leur personnel en ligne. Donc ça existe. Et aussi en tant que réseau Outcome Harvesting, on a une communauté de pratique aussi avec des webinaires, majorité en anglais, ça c'est vrai. Mais oui, c'est bien possible. Oui, il y a des ressources. Et si vous avez des questions, faites-moi un petit email et je peux vous aider à chercher des choses qui vous conviennent. Sur votre question sur travailler avec les enfants,
Ça doit y exister, mais je ne sais pas pour le moment, désolé. Je peux peut-être prendre la balle pour ce travail. Chez nous, on a travaillé des chemins de changement avec des enfants, avec des jeunes. Ça a lieu. J'ai une collègue qui est très, très forte là-dedans, Isabelle Mercier-K. Puis je pense que non seulement c'est possible, c'est souhaitable, certainement souhaitable. Et je crois que l'important là-dedans, mais c'est toute la question, encore une fois, de la justice épistémique, c'est-à-dire que c'est une facilité d'aller chercher de la donnée et de l'analyser nous-mêmes et de lui donner le sens qu'on veut bien lui donner, puis de s'emparer finalement du sens que les jeunes voulaient donner à leur intervention. Donc, il y a tout un processus, je crois, qui doit être fait pour permettre aux jeunes d'auto-analyser leur contenu, puis d'arriver à des recommandations, puis des idées, puis des propositions qui sont utilisées presque telles quelles dans le travail par la suite. Donc, je pense que ça se fait très bien. Il y a plein de méthodes d'animation, puis il y a plein de groupes qui ont l'habitude de travailler aussi avec des jeunes puis des enfants. Mais après, je pense que pour le faire, il faut quand même avoir cette attention particulière-là à la justice, donc de permettre aux gens de tirer le propre sens de leurs interventions et non pas d'appliquer notre sens sur les interventions des autres. Ouais. Juste Merci. Pardon, peut-être je t'en juste prie, pour excuse-moi, compléter 2 minutes là-dessus. Je n'ai pas assez d'éléments de contexte sur la question d'Avril, mais je pense juste à 2 choses comme ça. Il y a des outils parfois par exemple, de projection, où on leur demande d'écrire une lettre à l'enfant qui seront dans quelques années, ou sur, je sais pas, si par exemple on va travailler sur l'école idéale ou un cadre de vie idéal, pour reprendre les 3 niveaux de Félix. Bon, ça peut être des petites choses simples. Je pense aussi à toujours s'appuyer évidemment sur les éducateurs, les éducatrices qui les connaissent au quotidien, qui seront à même aussi d'observer ou de donner d'autres éléments sur les changements et qui vont observer eux-mêmes dans l'animation et l'accompagnement de ces enfants. Et puis, je pense aussi à une 3e ressource, c'est le pair à pair, peut-être il y a des plus anciens, ou il y a des grands frères, des grandes sœurs, ou il y a des qui ont suivi un même programme et qui pourront vous aider à identifier des effets attendus qui sont réalistes et qu'ensuite on verra si on les observe ou pas sur la promotion suivante finalement. Donc ça peut être intéressant aussi de travailler et puis eux-mêmes ils peuvent être des appuis pour travailler sur la transmission auprès des plus jeunes ou la collecte directement auprès des plus jeunes pour être acteurs aussi et actrices dans cette collecte. Merci beaucoup à tous les trois pour ces éléments. Avant de prendre une dernière question, j'ai vu que Geoffrey avait levé la main. Alors c'était un hasard, c'était une main incidente. Non, c'était pour répondre à Avril, mais du coup, j'ai D'accord, ok. répondu. Hein. Eh ben, non, mais on peut te laisser la parole si tu veux, hein, Geoffrey. Juste après, c'était juste pour préciser que sur le chat, on a eu la demande comment est-ce qu'on récupère les différentes ressources qui ont pu être présentées, etc. aujourd'hui, les schémas de Félix, etc. Donc, le but, c'est que on va essayer de centraliser tout ça. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir, que ce soit Connie, Estelle, Félix, des éléments qui vous sembleraient utiles en appui pour faire des suites à vos présentations. Nous, on va faire une page sur notre site. Hein, vous avez une rubrique communauté de pratique AOC, et vous trouverez du coup le lien vers la 6e édition, celle d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver à la fois le replay, le lien vers le replay YouTube, mais aussi l'ensemble des ressources mobilisées. De la même façon, si vous allez sur notre chaîne YouTube, quand le replay sera en ligne, vous aurez des liens qui vous permettront d'accéder aux différentes ressources. Voilà, et vous avez également Félix qui vous indique son LinkedIn dans le chat. Geoffrey, peut-être tu voulais nous faire un petit retour, je t'en prie, c'est Money Time. Bah, c'est pour répondre à Avril, surtout sur cette partie de la participation des enfants, parce qu'en fait, on a accompagné ECPAT justement en Afrique de l'Ouest sur leur théorie du changement il y a plus de 6 ans. Et aujourd'hui, on en vient juste de finir l'évaluation intermédiaire. On a fait l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale. Et nous, c'était un vrai apprentissage de consulter justement les enfants. Et en fait, on les a consultés de manière asynchrone, c'est-à-dire un peu ce que disait tout à l'heure Félix, c'est-à-dire pour pas partir de zéro à la théorie de changement, en fait, on a demandé à tous les partenaires des 5 pays partenaires, en fait, on leur a envoyé toute la méthodologie pour un petit peu faire la cartographie des risques, les endroits où ils se sentent le plus en sécurité et les endroits où ils se sentent le moins en sécurité. Pourquoi? Aussi, on a fait une méthodologie de un peu ce que tu disais, Félix, Estelle, sur un peu ça serait quoi votre lieu le plus sécurisé et faire une sorte de dynamique pour un peu croiser ce type d'informations-là. Donc, en fait, de
de sortir de l'information dans chacun des pays avec une méthodologie très simple et venir l'amener au cours de l'atelier, et en prenant aussi des enfants au cours de l'atelier qui viennent témoigner et redistribuer cette information au cours de l'atelier de la théorie des changements. Et au cours de l'évaluation intermédiaire, c'est aussi très important de faire participer les enfants dans un peu qu'il y a une sorte d'adaptation des récoltes des effets, et un petit peu de venir les faire témoigner, de dire bah, qu'est-ce qui a changé dans votre environnement depuis 4-5 ans, et de mettre des pierres sur plus à la maison, les comportements, les connaissances, et à l'école, on se sent plus en sécurité. Donc, en fait, de trouver des jeux très accessibles pour faire participer les enfants. Et ça, c'est un petit peu tout l'enjeu de déconstruire un petit peu l'approche tendance du dispositif de suivi évaluation, les évaluations très standards que auprès des adultes, mais surtout de faire participer les enfants sur les approches orientées changement. Et pour faire de la publicité, on va justement en parler le 5 juin à la communauté pratique sur DSE et approche collaborative, où normalement on aura un témoignage qui pourra aborder cela. Vous voyez, on pousse le placement produit jusqu'à faire intervenir notre intervenant du 5 juin dans la CPAOC. Je plaisante. Je vous propose à présent qu'on se tourne du coup vers les éléments de conclusion. C'est Claire qui nous les propose, Claire Honoré, avant de nous quitter quasiment à l'heure. Bah oui, merci beaucoup. Alors, juste peut-être pour précision, Félix a mis un petit commentaire de complémentaire, notamment sur cette question de comment travailler auprès des enfants. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages très intéressants, très inspirants, parce que très ancrés dans la pratique. Donc vraiment, merci à vous d'avoir vraiment joué le jeu de vous plonger dans vos expériences. Peut-être donc pour terminer sur les derniers points de question. Donc effectivement, on voit que le contexte volatile et propice aux multicrises invite à repenser nos pratiques. Et du coup, est-ce qu'il est pertinent de se projeter sur une vision long terme ou pas? Ne devrions-nous pas nous centrer sur nos actions? Donc, c'est un petit peu ce qu'on a discuté. Effectivement, chez Niska, vous plaidez pour une lecture du présent, un fonctionnement par action, par projet. Donc, vous vous inspirez aussi d'autres approches pour retravailler un petit peu, re-questionner les approches orientées changement. Et puis, pour reprendre un petit peu ce que disait Estelle, effectivement, ces approches permettent toutefois de garder un espoir, tout en intégrant les enjeux urgents, les opportunités autant que les menaces dans un diagnostic préalable. Et là, je vais citer Estelle. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, mais on pourrait dire que ces approches sont comme une boussole de l'action dans la tourmente. Je trouvais ça pas mal, cette phrase. Ça permet effectivement de clore cette rencontre de manière un petit peu illustrée. Donc, merci d'avoir participé en tout cas à ce cycle de rencontres qui a été très, très inspirant, tout d'abord pour nous. J'espère pour nos témoins, et je l'espère encore plus pour vous, praticiens, praticiennes ou futurs praticiens, praticiennes. Donc, comme vous le disiez, Paul, nous aimerions et nous pensons relancer un prochain cycle en 2026, mais d'ici là, donc rendez-vous le 5 juin prochain pour parler du suivi évaluation lors d'autres CP animés également par Paul. Vous ne serez pas dépaysés, le fil est là. Et puis, je vous souhaite une excellente après-midi, de très bons ponts à venir, et puis à très très bientôt sur les routes du changement. Merci, à bientôt. Merci, bonne fin de journée.